Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Talal. Hello. Laurent. Bonjour. Cyril. Coucou. Et Xavier. Bonjour. Et Véronique surtout. Bonjour. Véronique. Bonjour, Véronique. Il y a un petit haut transparent aujourd'hui. Mais j'essaie de les tenir éveillés, donc je fais ce que je peux. Dans le PIFcast, nous commençons toujours par l'œil du pif, un tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre, film, série ou autre. Puis nous passons au dossier du jour. Aujourd'hui, nous donnons un petit coup de pouce à un réalisateur qui débute dans le genre, Steven Spielberg. Et enfin, nous terminons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence donc par l'œil du pif et on commence avec Laurent. Qu'est-ce que tu as vu de marquant dernièrement ? Alors j'ai vu un film que vous ne pouvez pas avoir déjà vu puisque cela sort dans les salles dans quelques jours. C'est un film qui a fait son petit effet au dernier festival de Sundance, un film fantastique, voire horrifique, qui s'appelle Hérédité. Je suis très impatient de le Ouais, voir. moi aussi, Voilà. ouais. Petite pute. Hérédité, de quoi ça parle ? C'est l'histoire d'une famille qui vient d'être frappée par le deuil de la grand-mère. Balek. C'est une référence au précédent podcast si vous suivez. Ça touche très particulièrement sa fille, donc la mère de la famille. Et on découvre un petit peu cette petite famille avec une fille cadette très introvertie, assez étrange, peut-être handicapée, on ne sait pas vraiment, avec un jeune garçon un peu plus âgé, ado moyen, pas super bien dans sa peau, mais bon, ça peut aller. Et cette mère, donc très touchée par la mort de sa mère qui, on comprend à demi-mot, était une espèce de menthe religieuse qui avait voulu d'abord avoir une emprise sur ses propres enfants, puis après sur ses petits-enfants. On se dit que ça va partir sur une espèce de drame un peu psychologique, horrifique sur le deuil, et d'un coup il se passe quelque chose que je ne vous dis pas, d'assez scotchant, qui emmène le film toujours sur ce chemin du deuil, mais en beaucoup plus on va dire amplifié par la portée de cet événement traumatique. Et enfin le film part totalement dans autre chose, pour être beaucoup plus horrifique, in your face, avec un final assez barge à l'Exorciste 3, enfin voilà, c'est assez... Toi, t'as des vraies références. Tu as dit le nom du réalisateur ? Non, car c'est un premier film d'un jeune garçon qui s'appelle Ari Aster, qui avait fait quelques courts-métrages avant. Voilà, c'est très étonnant, c'est extrêmement léché. On sent que le mec, pour son premier film, il s'est dit « Ok les gars, je vais pas me foirer ». Donc le scénar, il est aux petits oignons. La mise en scène, on est entre Shyamalan... Hideo Nakata, c'est à la fois discret mais super solide, et c'est très beau visuellement. Il y a des idées de mise en scène, notamment le tout premier plan du film, vous verrez, qui est assez scotchant, qui annonce la thématique quelque part. Voilà, je peux pas trop en dire pour pas vous gâcher le plaisir de la découverte en salle, mais c'est un vrai film d'horreur psychologique très lourd à porter. Je veux dire, ça crie, ça pleure, c'est presque Zulawskien parfois, et en même temps un vrai film d'horreur dont il faut décrypter d'ailleurs l'histoire au final. À la fin, on s'aperçoit qu'on nous a raconté une histoire tout à fait autre que celle qu'on pensait qu'on nous racontait. Donc il faut remettre un petit peu les pièces du puzzle en place. J'aime bien ça, je l'ai déjà dit récemment. Voilà, donc un vrai plaisir à découvrir, et une bonne petite claque. T'as lâché la gueule parce qu'apparemment tu lui as spoilé l'idée. C'est simple, c'est le film que j'ai le plus envie de voir cette année, et je voulais le moins en entendre parler, le moins en voir. J'ai pas dit grand chose. Bravo. Moi j'écoutais parler pas. de Donc, point de vue. Moi j'ai une question, Laurent, quand tu es passé à Sundance, il y a eu comme toujours le torrent de gens qui disent « Ah, c'est le film le plus flippant jamais vu », est-ce que tu confirmes ? Non. Mais Ça mérite d'être clair. C'est clair. Non, mais en ces temps de disette horrifique, Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un film avec des personnages adultes, bien écrits. Et l'héroïne étant quand même une femme d'une cinquantaine d'années, en pleine crise créative, familiale, etc., avec des traumas assez profonds. Donc voilà, on est dans une horreur assez incarnée et pas pop, quoi. Il y a un plan d'ailleurs dans la c'est pas Happy Birthday, quoi. Il y a un plan dans la bande-annonce qui est assez dément où ça a une caméra qui zoome dans une petite maison. En fait, c'est le plan d'ouverture, Ouais, on le voit dans la bande-annonce, ouais, ouais. voilà, et qui lance le film en fait. Et en même temps, la mère, son boulot, elle est artiste, elle crée des miniatures maison, elle fait des expositions avec ça. Donc regardez la bande-annonce pour comprendre Ouais. le plan dont on Et parle. le film sort dans une semaine. Tout à fait, le film sort le 13 juin, très exactement.
et distribué par Metropolitan Film Export. Tiens, Talal, toi, qu'est-ce que tu as vu ? Alors, moi, je vais parler d'un film que... Alors, je sais pas si j'ai aimé, si j'ai détesté. En fait, en tout cas, j'ai beaucoup d'affection pour le réalisateur. Ça s'appelle Muse de Jaume. Jaume Balagueró. Voilà, c'est un gars qui a une filmographie, en tout cas très très riche et qui est assez fidèle à ce qu'il fait. Vous vous rappelez, il a été connu avec La Secte sans nom en 99. Il a fait Darkness en 2002. Que j'adore aussi. Américain. Non, espagnol. Ah, c'est que des films. C'est C'est Filmax. acteur américain, mais voilà. il y en a pas qui. Et d'ailleurs, Fragile reprend la même formule. Ça, c'est dans Fragile. Ah oui, Ali McBeal. Non, c'est Fragile que j'adore. Vous mélangez tout. C'est Fragile moi, que je mélange j'adore. pas. Écoutez-moi, ça y est. C'est moi. Pas dit qu'il y avait Ali McBeal dans Fragile. C'est moi qui merde. J'adore Fragile. C'est Pour pas moi, son vrai nom, peut-être Ali son McBeal, meilleur. hein. Darkness, c'est mortel aussi. Kalissa Flockhart. Après, il y a un petit passage, alors je ne vais pas dire avide, mais un peu moins intéressant, peut-être un peu moins personnel. Donc, c'est la saga Rec 1 en 2007, Rec 2 en 2009. Et pour moi, une sorte de fleuron de sa filmographie qui est quand même assez différente du reste. C'est Malveillance, qui est sorti en 2011 et que j'ai vu au pif. Film d'ouverture, le premier film passé au pif ever. D'ailleurs, il était dans le jury, il était invité d'ouverture, d'honneur, un donc truc en comme ça. compétition, il était dans le jury après. Oui, c'est ça. Il me semblait qu'il était là. Avec Christophe Gans, Roger Avary et Lucille Adziel-Lelovic. Voilà. Adziel-Lelovic. Et donc, enfin, Rec 4. Et là, il revient à de l'horreur un peu plus proche de Darkness ou Fragile. Et ça s'appelle Muse. Alors, ça raconte quoi ? C'est un professeur de lettres anciennes qui est traumatisé par le suicide de sa petite amie. Voilà, qui se retrouve à faire des sortes de rêves de prémonitoires du meurtre d'une femme. Et il va se rendre dans les lieux du crime et rencontrer une femme qu'il ne connaît pas et qui partage les mêmes rêves que lui. Donc, à partir de ça, ils vont partir sur une enquête pour découvrir la mythologie de ces créatures qui sont les 7 muses. Alors, c'est une coproduction Espagne, Belgique, Irlande. C'est pour ça que le film se passe donc en Irlande. Et c'est l'adaptation d'un roman apparemment assez connu que je ne connaissais pas qui s'appelle La Dame numéro 13. Alors, le film m'a particulièrement intéressé déjà parce que c'est d'une part parce que c'est Balagueró, mais surtout parce qu'il a été complètement assassiné par la presse à sa sortie et même en festival. Je me rappelle des quand échos. On a eu la chance de l'avoir vu. Déjà, tu l'avais pas vu Moi, là, j'ai toujours pas vu. Alors. Le film n'a pas été montré à la presse. Le film est sorti dans une salle à Paris. Ouais. Et je crois même en France. C'est les Jokers, les Jokers qui le sortaient, c'est ça Sorti fin novembre chez Publicis pour démarrer la chronologie des médias. Et il est sorti réellement pour que une maintenant. Sortie via vidéo. Mais et on n'a pas eu la chance de recevoir le Blu-ray à la rédac. Tu avais fini ton texte, Tal Laurent t'a coupé la parole, je sais pas si t'avais compris. Non, mais c'est intéressant comme intervention. Moi, je l'ai vu à Sitges, le film, pour information, donc je l'ai vu loin de tout le... C'était la première mondiale d'ailleurs, et je suis un des rares qui avait bien aimé, parce que tout le monde l'a défoncé, mais genre là-bas, moi je passais limite pour un gogol, genre mais ah ouais, t'as bien aimé ça, je sais pas... Ouais, c'est pas parfait, mais il y a des trucs et tout. Je crois que c'est pas le film que les producteurs voulaient. Il y a eu beaucoup de changements dans le casting. C'était pas un casting un peu plus prestigieux. Là, il y a Franck Capotente qui joue dedans. C'est non, je crois que c'était des gens un peu plus bankable. Qui a un petit rôle d'ailleurs. Voilà. C'est un moment un peu plus important. Moi, je trouve que c'est un film honnête. Il se passe plein de choses. C'est assez généreux dans ce qui se passe. Mais effectivement, il n'y a jamais d'empathie, jamais d'émotion. C'est ça le problème du film, je trouve. Mais c'est un film, alors c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a parlé, je trouve que c'est un film de réalisateur. Je m'explique, c'est un film en fait qui accorde la part belle à la mise en scène et je trouve que c'est le film le plus beau de Balagueró, en tout cas visuellement. Après, le défaut du film, c'est d'avoir un scénario peut-être trop ambitieux, qui se perd, qui devient trop alambiqué et qui passe à côté surtout de son thème principal qui est celui de la création, parce que les 7 muses sont là pour inspirer et justement ça va, c'est pas un hasard et c'est peut-être avec des gros sabots que le héros est un auteur de littérature ancienne. Donc voilà, c'est aussi ça qui gêne, mais malgré tout il y a quand même quelque chose de très attachant du fait déjà de la réal, comme je le disais tout à l'heure, et surtout de cette fin en fait qui d'un coup je trouve là où le deuxième acte commençait à être un peu chiant. Laurent, t'as un peu spoilé Hérédité, tu peux les spoiler Muse si tu veux, vas-y. Je sais pas spoiler. Je vais pas spoiler à tout le monde non plus. Je vais pas spoiler, mais je dis vraiment que la fin rehausse le truc et on est vraiment dans du cinéma comme Balagueró aime et comme les fans de Balagueró aiment en fait. Je me souviens un peu du film, je me souviens juste qu'il y a un caméo, enfin un petit rôle de Christopher Lloyd dedans. Oui, non, mais c'est même un rôle clé. Ouais, mais il apparaît pas longtemps dans mes souvenirs. Oui, il a dû avoir 2 jours de tournage. Il me semble que Xavier l'a vu. Xavier, tu veux dire quelque chose ?
Véronique sait que je n'ai pas le droit de parler du film. Il y avait travail dans l'entreprise qui sort le film en vidéo, donc par déontologie, il a raison. Alors, tu devrais avoir honte de faire ça. Il n'en parle pas. Mais moi, j'ai une question qui me taraude et que je veux absolument poser à Talal. Mais je suis désolé d'avance. Ouais. Est-ce que tu aimerais que Talal? Oh, pas mal. Oh là là, le lourd. Il y a un jeu de mots. J'aimerais que Talal, c'est quoi? Moi, par contre, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, pour moi, le meilleur film de Balaguerro, c'est horrible, mais c'est Rec 2. Moi, j'adore Rec 2. Je trouve que c'est un film mortel. Ah ouais, c'est horrible. Mais j'aime pas trop ces autres films. Mais moi, personnellement, les Rec sans plus. Mais par contre, La Secte sans nom, je suis ultra fan. Et du coup, on l'appelle comment? Bon, si on donnait vraiment la parole à Xavier sur son film. On arrête de l'appeler Xavier, hein. C'est Professor X. Je pense que les gens qui nous écoutent, dites dans les commentaires, ça je vais faire comme les youtubeurs, dites dans les commentaires si vous voulez que ce soit Professor X. Balancez vos coms. Ou Xavier, voilà. Faudrait qu'il y ait une sorte de jingle à chaque fois que Xavier dit un truc cool. On entend un genre. Voilà, c'est bon ça. Claire. X. Alors, de quoi tu parles? Bêtez les oreilles. Te laisse pas. Et ben, ça tombe bien parce que du coup, vous parlez de X, ce qui est donc un cri que vous pouvez entendre dans les chansons de X Japan, qui est un groupe de visual kei, donc un groupe japonais. Et il se trouve que je parle d'un film japonais. Oh là là. Triple salto arrière, retomber sur les pieds. C'est tiré par les cheveux que tu n'as pas. Ça marche. Alors, moi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Otogiriso, alias St. John's Wort. Ah putain, oui. T'as sorti ça du vieux du Akai Resident Evil, The Movie quoi. Bah, en fait, St. John's Wort, c'est un film que je voulais voir. En fait, j'avais acheté le double DVD chez Dionnet. Exactement, j'avais acheté. Non, c'est pas Asian Star, non, c'est Canal. Oui, mais c'était dans la collection asiatique. T'avais les doubles trucs, t'avais les doubles Kitano, les doubles Takamoto, et t'avais St. John's Wort. Et celui-là, il était vendu avec Uzumaki. Voilà. Qui est un très bon film d'ailleurs. Excellent aussi. Tout à fait. Adapté de Junji Ito. Donc Otogiriso, c'est le titre Véro. En fait, est une l'histoire d'un mec qui se soigne. En fait, est l'adaptation d'un roman qui est lui-même adapté d'un visual novel qui était sorti sur Super NES. Quand je disais tout à l'heure Resident Evil The Movie, c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est un film jeu vidéo. Bon, et c'est parfait, on va parler de jeux vidéo là. Mais là, en fait, on va vraiment parler de jeux vidéo parce que en fait, le film est assez étrange. Donc en fait, on va suivre une équipe de concepteurs de jeux vidéo. Et en fait, l'illustratrice du jeu en cours va avoir une nouvelle assez étrange. En fait, son vrai père, qu'elle ne connaissait pas, vient de décéder et lui a légué une demeure. Donc du coup, c'est un schéma un petit peu classique. Hein. Elle va aller dans la maison en question, essayer d'en apprendre plus sur ce père qu'elle ne connaît pas. Le film est assez étrange parce que déjà, vous parlez de film, c'est pas totalement vrai. Le fait de commencer par des concepteurs de jeux vidéo, en fait, a un sens, puisque le film va se situer entre le film tourné en DV, surtravaillé au niveau de l'image, mélangé avec toute une imagerie de jeux vidéo à un point tel qu'il y a même certains passages qui sont des passages de jeux vidéo. Genre, par exemple, deux personnages qui vont se parler, mais en fait, on ne va pas voir on va pas entendre la discussion, on va voir des images avec le texte qui va s'écrire pour suivre la conversation. Dans un RPG, quoi. Et en fait, petit à petit, on se retrouve devant un survival horror type Resident Evil. J'ai vraiment ressenti le truc du premier Resident Evil. C'est des caméras fixes dans des décors et les gens évoluent dans ces caméras fixes. Et en fait, il y a un travail sur l'image qui est vraiment très très étrange. On a à la fois une image en caméra portée, donc tournée en DV, mais retravaillée pour essayer de récupérer du grain péloche type 16 mm, avec rayures, taches, etc. Le tout avec des couleurs ultra criardes qui, moi, et ça Cyril comprendra, me fait un peu penser à certaines scènes de Echo Echo Hazarak. C'est sur vraiment des... Mais si, Evil Dead Trap. Ah d'accord, oui, d'accord. Je ne connaissais pas le titre japonais. Et il étale sa science. Et vraiment, il y a quelque chose d'assez étonnant, assez fascinant. Le film en lui-même, au niveau du scénario, en temps normal, je dirais que c'est pas terrible. Parce que, en fait, c'est difficile à suivre. C'est fascinant, mais c'est pas attachant. C'est pas attachant parce qu'en fait, on est dans un scénario de survival horror, mais au dernier degré, avec ces checkpoints. Genre, oh tiens, il y a une fenêtre qui s'ouvre à cause du vent.
Le mec arrive, ferme cette fenêtre et tiens, il y a une clé. Ah, mais tiens, je vois une serrure, j'ouvre la porte et hop, nouvelle pièce. Sauf que quand on contrôle pas le personnage, on n'a aucune. C'est ça, voilà. C'est du let's play en fait, mais avant l'heure. Ouais, voilà, Oui, ça me fait penser à ces jeux PC des années 80. C'est exactement ça. Genre Alone in the Dark. C'est le père de tous les films, de tous les films. Même mieux là, tu sais là, tous les trucs tournés en live avec des comédiens. Les full motion vidéo, ouais, voilà. Les FMV comme on dit. Tout à fait. Et donc le réalisateur n'a pas fait quelque chose de foncièrement notable à part le reboot de Akaider. Xavier en sous-marin milite pour qu'on parle de Tokusatsu. Donc oui, on a bien vu dans la liste des sujets. Dans la liste des sujets qu'on pourrait aborder dans les prochains podcasts. Et il m'en a voulu. C'est le seul qui a voté pour ce sujet. Et il m'en a voulu parce que j'ai pas voté pour alors que j'adore ça, mais je me suis juste dit ça va faire chier le spectateur. Alors c'est tellement pointu que. On va faire quelque chose. Moi je pensais qu'il s'était endormi sur son clavier. Si vous voulez un sujet sur le Tokusatsu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'ai besoin de votre soutien. C'est génial, mais je pense que ça intéresse personne. Non, ce qu'on peut faire à la limite, c'est prendre un Tokusatsu que tout le monde connaît, genre un XOR ou un Ultraman. Ultraman, tu vois, Ultraman, Kamen Rider, ce sera encore mieux. Mais bon, le film, il y a des films. On t'expliquera ça mieux quand on fera l'émission. Ultraman, par exemple, non, mais attendez, c'est que à la condition où quelqu'un mettrait un commentaire. Comme quoi il a envie d'entendre cette émission. Il en faut au moins 16. 16 pour que ça valève. Il me faut au moins 16 fois la même personne qui 16 il va créer des comptes. Genre Xavier avec une fausse moustache et tout. Je suis Xavier et tout. Mais bon, je reviens très rapidement sur le film en question. Il date de quand en fait? Je sais pas si tu l'as dit. Crois que c'est 2001, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, c'est 2001. Et en fait, le film, en tant que... Moi, je m'attendais à voir du J-horror. Moi, vraiment, je regardais, je voulais me taper mon petit trip de J-horror. Le film avait eu très mauvaise presse. Il était passé le film était passé à Gérard Mer et il s'est fait défoncer, mais c'est un truc de fou. Et du coup j'ai mis beaucoup de temps avant de le regarder, et puis là voilà, j'ai envie de me faire mon petit J-horror. J'ai été assez étonné par la chose, emporté par l'imagerie. On peut pas dire qu'elle soit belle, mais il y a une expérimentation qui est faite que je trouve pas inintéressante, mais j'aurais du mal à conseiller le film pour une personne qui veut regarder du film d'horreur. Par contre, pour une personne qui aurait envie de réfléchir sur la conceptualisation de la virtualité entre le film et le jeu vidéo, il y a des choses intéressantes. Et maintenant, on va parler d'Interville. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est un peu dans la suite de Gamer avec Saitama Maui et Ariel Dombal. Moi, j'ai une vraie question. Xavier, en fait, il a vu tellement de films que maintenant, il en vient regarder des trucs aussi. Parce que franchement, celui-là, qu'est-ce que t'as été voir ça, quoi, bordel. Tout ce qui existe sur Terre, pourquoi celui-là? Moi, je m'en souviens, mais j'avais envie de voir du J-horror. J'avais ça sous les yeux. Je l'avais pas encore regardé. Fallait regarder Zairam, par exemple. Mais je l'ai déjà vu. T'es fou, toi. J'ai vu les deux. J'ai vu la série aussi. Maribito, bien sûr. Gulliver. Ça, oui, y compris la série. Il a 2 vies, ce mec. Là. Non, il y en a 20. Bon, on va passer. Vas-y, Cyril. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'un film que vous avez sûrement dû voir, qui s'appelle La Panthère Noire, The Black Panther. Vous l'avez vu? Oui. Non. Un film de 1977, réalisé par Yann Merrick. Ah, je vous ai bien niqué là. Ah, pas moi. Fais-toi, parce que t'étais la meilleure, Véronique. Tu le sais, quoi. Xavier a dû le voir, je pense. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est horrible parce que c'est un film qui est totalement inaperçu. C'est un film donc, de 1977, réalisé par Yann Merrick. J'étais pas né, c'est normal. Un mec a juste fait ça en fait, et un film qui s'appelle The Sculptress en 2000. Donc, c'est-à-dire le mec il a rien fait. Et c'est un film maudit. Je vais vous lire un petit peu le texte qu'a fait mon ami Eric Peretti, qui présente les films à le festival Hallucination Collective, parce que c'est là que le film a été présenté récemment, dans le cadre des séances, des cabinets de curiosité. C'est un film qui en fait a été invisible pendant des années, qui a été restauré par la BBC il n'y a pas si longtemps, et qui a été ressorti en France, mais dans une très petite circuit de salle par UFO Distribution il y a 2 ans, et qu'on a passé cette année. Donc alors, je vais vous expliquer l'histoire. Donc c'est l'histoire en fait, on suit un tueur en série, un vrai tueur en série en Angleterre, qui a vraiment eu lieu, qui a défrayé la chronique. Je vous lis le petit texte. Donc, avant même d'avoir été diffusé où que ce soit, La Panthère Noire est jugée comme une œuvre immorale, et son réalisateur Yann Merrick est cloué au pilori par la presse britannique. Le film ne sera jamais distribué, il disparaîtra totalement. Il faudra attendre 2012 pour que le British Film Institute, et non pas BBC, le restaure. Tiré d'un sordide fait divers, putain, je vais y arriver, style quasi-documentaire, inquiétant et pathétique quotidien de David Nelson, où comment ses rêves de grandeur sont irrémédiablement plaqués au sol par la médiocrité de son travail. En gros, on suit un gars qui voudrait être un génie du mal, enfin pas du mal, mais qui voudrait réussir à faire des coups, à faire des kidnappings et tout, mais le mec est juste un loser. Il se casse souvent la gueule quand il va agresser des gens et tout. C'est vraiment un pauvre type. Et en fait, il arrive à faire un coup, il va kidnapper une gamine.
proposer une intervention, mais rien va se passer comme il voudrait, quoi. On suit vraiment un loser pathétique, mais qui a une vie de famille à côté, qui cache à tout le monde et qui essaie il s'entraîne dans la forêt la nuit, à porter des lourdes charges pour pouvoir courir avec de la monnaie sur lui. Enfin, on suit vraiment un loser qui arrive à... C'est une comédie ? Non, c'est pas une comédie, mais c'est un film assez noir, mais très documentaire. C'est oublier tous les films de serial killer où on les montre comme des mecs, des héros et tout. Là, c'est vraiment un loser, mais qui pourtant a vraiment existé, a vraiment tué des gens et a vraiment défrayé la chronique. C'est Schizophrénia sans que le mec arrive à faire quoi que ce soit, en fait, un peu. Schizophrénia, il arrive pas non plus. Un peu moins glauque quand même. C'est moins glauque. Et moins expérimental aussi. Ouais. Véronique et Xavier, je pense que vous êtes les seuls à l'avoir vu ici. Moi, du coup, je l'ai vu assez récemment parce que je crois que c'est Ciné Plus qui l'a diffusé. Et sur les conseils d'un ami qui m'a dit il faut absolument que tu vois ce film, il est génial, etc. Et effectivement, j'ai été hyper surprise de ce côté loser magnifique qui est quand même assez prenant. Je crois que même dans sa vie privée, c'est un gros loser. Il se fait un peu humilier par sa femme. Tu sens qu'en fait, il est comme ça aussi parce qu'il est opprimé dans sa vie, que c'est une sorte de revanche sur la vie. C'est la faute des femmes, quoi. Mais c'est vrai qu'avec un titre pareil, tu t'attends justement à un espèce de thriller, polar, etc. Et puis tu tombes sur ce film, tu t'y attends pas du tout. Et il est vraiment excellent. Et j'ai vu que vous le passiez aux Alus et je trouvais que c'était une super idée de le passer sur grand écran. Et moi en fait c'est à peu près le même schéma, c'est un ami commun avec Cyril qui m'avait parlé de ce film, Laurent. Voilà. Moi c'est Fred, je préfère. Et du coup Laurent en fait m'avait dit grand bien de ce film à un point tel que du coup à Londres je suis tombé sur le Blu-ray. Je crois que c'est la collection Master of Cinema pour info. Franchement pour les anglophones n'hésitez pas à l'acheter, il coûte vraiment que dalle, quoi. J'ai dû l'avoir genre pour 10 €. Il est considéré, c'est ce qu'a raconté Eric, comme un des films qu'il fallait à tout prix restaurer dans le cinéma britannique un peu oublié. C'est quand ils ont fait des listes de films à restaurer, il y avait celui-là dedans. Et comme on l'a dit, en fait, c'est un film qui est sorti, mais qui a eu que des problèmes et qui a été complètement oublié en fait. Et tout. Et donc la BFI, elle essaie de le restaurer. Ouais, tout à fait. La BFI fait un travail de fou à chaque fois et voilà quoi, le Blu-ray est mortel, la restauration elle est superbe, donc ce qui fait que j'ai vraiment pu voir le film dans les meilleures conditions. C'est sûr j'aurais aimé le voir en salle, bon ça on peut pas tout avoir, mais le fait est que ouais Laurent avait raison quoi, c'est une claque quoi, c'est vraiment mortelissime quoi. Je vous conseille vraiment de le regarder. Ouais. Si vous arrivez à trouver peut-être une rediff sur Ciné Plus, en tout cas ils avaient les droits à un moment donné. Sinon n'hésitez pas à l'acheter en Angleterre, il se trouve très très facilement, la collection de la BFI elle se trouve vraiment partout. Ils font souvent des soldes Masters of Cinema. Voilà, et t'as très souvent des soldes, des 3 pour 2 et même comme ça franchement pour 20 balles vous allez sortir avec 3 Blu-ray et vous allez vraiment vous faire plaisir, donc allez-y. On termine avec mon œil du pif. C'est un peu dans le même style, puisque moi j'ai vu Patrick Patoche. Oui. Alors attends, quelle version ? Non, en 1978, le film de Richard Franklin. La suite, Patrick Still Lives, italien. Qui est très récent. Ou le remake qui a chié aussi. Par le mec qui a fait le documentaire de Not Quite Hollywood. Ah oui, exact. C'est lui qui a réalisé le remake. Là, on parle de celui de Richard Franklin, donc un Australien. Grand Prix d'Avoriaz en 1979 quand même, donc c'est pas rien. Donc ça parle de Patrick, un jeune homme qui tue sa mère et son amant en les électrocutant, en balançant un grille-pain dans leur bain. Donc voilà. Et suite à cet événement, il se retrouve dans un état végétatif quasi comateux, mais les yeux grands ouverts, dans un espèce d'asile de fous, institut spécialisé, on va dire. Et la seule chose qu'il fait, c'est cracher au visage des gentilles infirmières qui viennent s'occuper de lui. Sympa. Et notamment de Cathy, qui est une nouvelle infirmière et qui va vite être fascinée par Patrick et s'apercevoir qu'il sait faire autre chose que cracher au visage sans même avoir besoin de bouger quoi que ce soit. Il arrive à faire. Donc c'est pas ce à quoi je pense. Si, aussi un peu. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Ça faisait longtemps que j'avais sur mes étagères parce qu'il me semble que c'était le premier DVD MAD. Tout à fait. Et c'est pour ça en fait que. Ou c'est Harlequin, attends. Mais ça fait partie des tout premiers. C'est Patrick. Je crois que c'est Patrick parce que c'est pour ça que je l'ai. C'est-à-dire que je l'ai acheté. Il était d'emblée avec Mad Movies, donc on n'avait pas le choix, on l'avait. Ouais. Donc plein de gens doivent l'avoir, j'imagine. La BO de Brian May, qui avait quand même fait la BO de Mad Max. Wow. À ne pas confondre avec le guitariste de Queen. Oui. Et il paraît qu'il y a une autre version qui a été faite pour l'Italie et l'Europe par les Gobelins. Donc les Gobelins. Du coup, c'est l'Italie qui a fait la fausse suite Patrick Still Lives, qui apparemment est une merde. Le film a vraiment cartonné en Italie particulièrement. Donc, et si je ne m'abuse, un scénario de Everett de Roche dont nous parlions. Razorback, Harlequin. Sur les grosses bébêtes, qui est le parrain, le big boss du cinéma de genre australien de l'époque. Il signe à peu près tous les scénarios. Les meilleurs films d'exploitation, c'est lui qui les a écrits. Qui n'est jamais passé à la réal. J'ai toujours trouvé ça assez étonnant. Et le film. Michel Réal, parce qu'il n'a pas de cheveux. Le film est vraiment hyper bien, beaucoup de tension. L'intrigue est très resserrée. Il n'y a que 2 décors
En gros, le personnage de Cathy, l'infirmière, est très intéressant. Il est très éloigné de tous les autres clichés qu'il peut y avoir dans le film, mais qui du coup servent ce personnage-là. Donc il y a l'espèce de nonne, infirmière en chef, le médecin qui essaie de faire des expériences, etc. Et puis Patrick qui bouge pas. Et elle, en fait, elle est un peu plus vivante et elle donne un peu du corps à toute cette intrigue. Et j'ai vraiment adoré ce film, quoi. Donc vous l'avez vu aussi, j'imagine. Le film est vraiment super. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. En plus, c'est une période où j'ai eu beaucoup de films d'exploitation. J'y connaissais rien du tout. Et je me suis tapé... je crois que le premier, c'était Razorback, justement, qui m'a donné envie. Après, ça a été Patrick et deux de mes grands préférés, découverts aussi par hasard, Harlequin et Déviation mortelle, écrits toujours par la même personne, qui ceux-là sont vraiment des chouchous éternels, quoi. Et les autres Non, vous l'avez pas vu? Oui. Laurent, t'aimes pas? Non, si, c'est très cool. Ça fait partie de ces fin des années 70, milieu fin 78, oui. De ces films sans beaucoup de pognon qui fonctionnent d'un sur leur concept malin et de deux sur des personnages bien écrits. Et ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Et ça fonctionne toujours autant maintenant parce que le film a une économie de moyens qui fait qu'il n'a pas besoin de recourir à des trucs visuels pour être convaincant. Non, c'est très cool. Très bien. On passe au dossier. Steven Spielberg est sur le devant de la scène en ce début d'année 2018 en tant que réalisateur avec Pentagon Papers en janvier et Ready Player One en mars, et aussi en tant que producteur avec Jurassic World Infinity Wars. Non, c'est une blague. Jurassic World Fallen Kingdom, le 5e film de la saga Jurassic Park. Mais on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, on a décidé de ne parler que de Steven Spielberg en tant que réalisateur et pour le cinéma fantastique. Et on a choisi chacun un de ses films dans sa filmo, donc pas forcément les plus évidents, vous verrez. Mais avant de commencer, nous allons parler de son dernier méfait dans le genre fantastique. Nous allons parler un petit mot de Ready Player One. Tout le monde l'a vu autour de cette table. Oui. Tout le monde a adoré, n'est-ce pas? Non. Tout le monde a souffert. Qui n'a aimé d'ailleurs? Aucun de nous n'a aimé. C'est merde. Bien. On va pouvoir défoncer cette merde. Allez, on fait vite un petit tour de table où vous voulez échanger de pourquoi. Cyril, tiens, commence. Moi, j'étais à côté de lui à la Projo. Ah, vous l'avez vu ensemble? Oui, donc je sentais sa souffrance émaner de chaque pore de sa peau. Ah, j'ai souffert. En fait, je m'attendais vraiment à un truc mortel parce que le sujet m'intéressait beaucoup, que c'est Spielberg que j'adore. Et ça a été tout ce que je détestais. En fait, ça m'a fait penser à la série télé Big Bang Theory, où en fait, on prend une histoire très simple. Big Bang Theory, c'est du Friends lambda, sauf que toutes les 5 minutes, les mecs vont dire Star Wars, ils vont dire Star Trek, ils vont dire des mots geeks pour que les gens fassent ah ouais, je connais, c'est vachement bien ça et tout. En oubliant quand même que c'est un sitcom de merde à la base, quoi. Et là, on a une histoire vraiment bateau, une pauvre quête au trésor qui n'a aucune originalité, avec toutes les 5 minutes des références geeks plein la gueule pour te montrer que hey, t'as vu, c'est cool. Sauf que quand on enlève ce truc-là, qui n'a absolument aucun intérêt parce que c'est pas la base même de l'histoire fondamentalement parlant, il y a rien en fait, ça s'effondre très rapidement. Ce qui m'a beaucoup énervé, c'est aussi le fait qu'on a peu dit avant que le film était à 50% un film d'animation. En fait, finalement, c'est ce qui part une honte en soi. Encore 50%, t'es gentil. Ce qui est le cas de Gravity, un film est 90% d'animation. Voilà. Tu vois. Sauf que je sais pas pourquoi dans Gravity, ça m'avait pas gêné parce que dans l'espace, il y a un côté peut-être. C'est réaliste. Et c'est réaliste, il y a un côté, tu vois, il y a pas la gravité et tout. Là quand je voyais le film, la fameuse séquence de poursuite en bagnole qu'on a au début, finalement j'étais peu impliqué parce qu'en fin de compte, comme c'est de la synthèse, c'est moins impressionnant. Voilà, les mouvements de caméra de dingue, en fait, oui, mais je trouve quand même dans cette scène-là qu'on sent que derrière on a un réal qui sait ce que c'est la physicalité d'un déplacement de caméra. Je trouve qu'on sent quelque chose qu'on sent pas globalement. Ça m'impressionne pas en fait. Mais ce genre de spectacle n'est plus impressionnant maintenant de toute manière. On est blasé. Voilà. Alors que quand je vois un film comme The Raid 2 par exemple, où la caméra ils se font chier à faire des mouvements impossibles alors que c'est en live, ça titille ma curiosité. C'est comme un bon Jackie Chan, on va voir des combats réalistes, on va le voir tomber de très très haut, on a mal pour lui, alors que la même chose en synthèse tout de suite. Donc ça m'a vachement sorti du film. Et après, je crois que j'ai détesté tout ce que j'ai vu, la photo, les acteurs, l'histoire. Donc voilà, j'ai vraiment rien aimé de ce film, ça a été une souffrance. Et de voir ce consensus, d'ailleurs plutôt d'une même frange de cinéphiles, finalement, parce que je pense pas que le film plaît autant que ça à tout le monde en fait, et ça m'a un peu surpris et un peu déçu en fait, voilà quoi. Ouais, surtout que le film a quand même un discours
vouloir dire que oui, les méchantes multinationales, elles ont pris le contrôle de la pop culture, révoltez-vous les geeks, alors que le film se base sur une accumulation de copyright récupéré pour réussir à foutre le plus d'icônes geeks à l'écran. Je sais pas, c'est quand même intéressant sur la base, combattre le feu par le feu. Oui, non mais à la base c'est intéressant, mais ça débouche sur rien. Bon flic, non, je suis plus mitigé, mais bon. Et puis là, alors moi je suis désolé, la scène, bon maintenant vous l'avez tous vu, la scène Shining. Moi, c'est juste pas possible. La scène commence, je me dis, wow, putain, je pense que je vais prendre une claque. Et petit à petit, de voir Shining devenir une version LOL. Il y a du sang, j'ai peur. Mais putain, j'étais fou dans la salle. Ça aurait dû être interdit, ça, pour le coup. Et surtout cette venant cette scène n'est pas dans le bouquin, d'ailleurs. Oui, mais surtout venant de la part de... En fait, je me demande si ça fait pas partie de ces films où le mec a exprès chié son film. Parce qu'il y a... sous des atours de jolie histoire avec les gentils qui triomphent, etc. Déjà, le personnage dans lequel Spielberg se projette le plus, c'est-à-dire celui du créateur de jeux vidéo, quand même ce mec presque égoïste quelque part, qui a jamais réussi à grandir et qui n'est pas conscient des enjeux de ce qu'il a créé. Et puis je sais pas, moi je pense qu'il y a un truc, Spielberg a trop de respect pour Kubrick pour avoir chié comme ça sur la gueule de Shining sans but. Et je pense que quelque part, il parle peut-être aussi de la réappropriation de la culture cinématographique par une génération qui finalement n'en a rien à carrer, rien à caguer de ce que pouvait représenter des aboutissements artistiques comme Shining à une époque où le cinéma n'était d'un pas fait par ordinateur, deux pas accessible d'un coup de clic de souris, où maintenant on peut consommer Shining comme on peut consommer n'importe quoi d'autre dans une même forme par exemple, dans une même forme de flux constant. Les films sont plus sacralisés et je me demande, et là dans ce cas-là j'aimerais ce film et Spielberg, en tout cas pour ce film-là, s'il l'a pas désacralisé exprès pour dire quelque chose. Voilà. Mais dans l'absolu, si c'est ça, c'est raté. Si c'est ça, c'est raté parce aucun indice qui laisse croire que c'est pas assez assumé. Ouais. Mais j'ai du mal à croire qu'un mec aussi contrôle fric que Spielberg et qui a choisi aussi ce projet-là avec, il a abandonné Robopocalypse, etc. Il a choisi son retour au pop sur un sujet qui parle de ça. J'ai du mal à croire qu'il y ait des choses laissées au hasard. Mais en même temps, quand tu vois le côté cucu de la fin, allez, on fait quoi ? C'est quoi ? On teste tomber nos casques pendant 2 jours par semaine et on retrouve la vraie vie. C'est tellement réac. C'est tellement horrible. Ça, c'est horrible parce que pour un film qui est censé parler de la culte, de notre rapport au réel, allez, Gogol, d'avoir une résolution aussi débile. Et puis, moi, une dernière chose, après j'arrête sur ce pauvre film, comment tu veux parler à une génération nouvelle en ayant des références à la génération connectée, en ayant des références qui ne sont pas de cette génération-là. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir cette ambition. Je sais pas, pour moi il y a vraiment... C'est peut-être pas un film pour les jeunes au final, hein. C'est peut-être un film pour les vieux. Il veut parler, c'est ça le problème, il veut parler aux jeunes, à la génération connectée, en leur disant attention, peut-être danger de trop s'investir dans la vie virtuelle, etc. Et en même temps il leur parle avec un langage qui est plutôt de notre âge, de nous, de personnes qui avons grandi dans un monde non connecté et qui savons non pas faire la différence. Je dis pas que toutes les personnes qui ont grandi dans cette génération savent pas faire la différence, mais en tout cas on a automatiquement le recul parce qu'on connaît le monde d'avant. Donc voilà, je trouve que... le propre même du cinéma hollywoodien d'aujourd'hui, c'est de ratisser large. Et aujourd'hui, vu que cette fibre nostalgique marche plus que jamais, c'est clair. Finalement, c'est un film qui tombe complètement de sens avec son époque. C'est pour ça que c'est quelque part intéressant. Je pense que malgré tout, même si dans 30 ans, on verra ce film en se disant c'est peut-être le Spielberg le moins intéressant de sa filmographie, ou en tout cas des moins intéressants, il sera quand même le témoignage de son époque. Oui, et puis il reste assez intéressant à décrypter de toute manière. Mais voilà, de Spielberg, on attend d'autres choses. Il y a un truc qu'on n'a pas beaucoup dit. Alors, je vais balancer à la fois une énormité, mais c'est important dans ce que je vais expliquer. Et je trouve que c'est une sorte d'ode à la culture, à la pop culture américaine, une sorte de rouleau compresseur, une sorte de machine à laver le cerveau. Alors, ok, les Américains, ils représentent 80% de tout ce qu'on bouffe comme pop culture, et c'est normal que le film soit un reflet de ça, mais moi ça m'a vraiment marqué. Alors il y a 20% de culture japonaise, 80% de culture américaine, et globalement c'est tout. Je sais pas pourquoi on n'a pas vu, je veux dire des grosses conneries, hein, mais des mecs comme Santo, c'est pour tout un continent, c'est la pop culture, c'est la représentation de la pop culture. Même en France, on pourrait dire Tintin, en Europe. C'est toujours des histoires de droit et d'avocats et le Japon. Déjà c'est pas mal que t'es Gundam. Mais si on veut parler d'un truc comme ça, un film qui sort là très bientôt, allez le voir. Du coup, je fais une petite aparté. Moutafoukaz, film animé français, qui est un film univers avec des
tonnes et des tonnes de références, mais qui du coup là va brasser partout. Notamment les Santo, les catcheurs sont au centre du film. Et qui les digère. Et qui les digère complètement pour raconter sa propre histoire et son propre univers. C'est tout ce que n'a pas réussi à faire Ready Player One. Est-ce que tu es hégémonique voilà, de cette culture? Ça vous a pas marqué le côté un peu bouffant? C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que je sortais du film, j'étais un peu triste. En colère, mais un peu triste aussi, c'est-à-dire que je me suis dit voilà ce qui reste, et c'est ça la représentation de la culture aujourd'hui, et en espèce de consensus qui en plus, comme tu dis Talal, dépend juste des droits qu'ils ont obtenus pour le film. Ouais. Donc du coup on occulte certaines choses juste pour des questions de droits, ce qui en fait résume quand même complètement la plupart des problématiques de notre société aujourd'hui. Et quand on parle de comment est-ce qu'on peut censurer les social médias, tout ce genre de choses en fait. Donc en fait c'est tout ce côté bulle que peut procurer l'internet aujourd'hui. Tout le monde est dans ses bulles. En même temps, même là, c'est intéressant parce que c'est intéressant parce que du coup, quand on parle de ces copyrights qu'il n'a pas pu avoir, le film parle en effet des sociétés, des multinationales qui veulent verrouiller les propriétés intellectuelles populaires. Donc, tu vois, c'est en ça que le film, je n'arrive pas à le détester. Je suis très remonté contre lui, mais en même temps, il est passionnant à décrypter. Ce qu'il dénonce en fait. Voilà, mais c'est bizarre parce que du coup, c'est hyper bizarre à appréhender. C'est-à-dire que, ok, mais du coup, on peut rien en faire de sa fin. Ça te donne pas l'étape d'après parce que sinon c'est pas à se rebeller comme des geeks. On va parler de Spielberg après, mais c'est quoi pour vous le dernier bon film de Spielberg en fait? Vraiment très bon film quoi. J'aime bien Lincoln. C'est pas le plus passionnant, mais en tout cas c'est tellement bien fait, tellement maîtrisé. Tu l'aimes bien par rapport au reste qui était pas terrible dans ces derniers temps, ou vraiment bien le dernier film de Spielberg, tu te dis putain ça claque et tout quoi. Bah ça claque dans son genre, dans son registre ça claque. C'est film historique qu'on va montrer à des étudiants pendant des décennies et des décennies. C'est le fleuron on va dire, du genre. Quoi. Après est-ce que ça parle à tout le monde? Non. Alors après déjà il y a vraiment un gros problème historique sur le film, c'est qu'il décrit le rapport entre Lincoln et l'esclavage de façon extrêmement politiquement correcte, alors qu'il est de notoriété publique que si Lincoln a aboli l'esclavage, c'était pas du tout par conviction. C'est pour ça que c'est un film que tu montres aux écoles. Oui voilà, c'était pas du tout par conviction, c'était parce que en gros il savait que c'était un move politique à faire, mais dans l'absolu il n'en avait rien à battre. Voilà, mais voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec celui-là. Cheval de guerre pour moi c'est le dernier Spielberg qui m'a scotché. Voilà. Minority Report. Ça remonte, mais. Ouais, je crois que c'est celui-là aussi. La Guerre des Mondes, c'est avant ou après? Après Minority Report. La Guerre des Mondes dans ce cas-là. Moi j'aurais dit Munich, mais bon. Voilà, c'est pas fantastique. Et du coup, Xavier, toi, Ready Player One, en fait, je vais défoncer le film, mais en même temps, je vais passer pour le mec qui le défend, donc c'est assez étrange comme sensation. Pour moi, mais ça c'est suite à une discussion que j'ai eue avec Véro, et vous imaginerez très rapidement nos discussions. Nous avons parlé de Bukake de fan service. Ah d'accord, parce que sur la fin, c'est bizarre en fait. Tu m'aurais dit, j'en ai parlé avec Cyril, ça tombe de sens, j'en ai parlé avec Véro, c'est bizarre. Voilà. En même temps, elle a sa chemise transparente aujourd'hui. Bukake vert. Voilà, mais en fait, c'est vrai qu'il y a une telle profusion de pop culture dedans. T'as l'impression que c'est une prostituée qui essaie de raccrocher à tous les wagons possibles et imaginables. Il y aura toujours quelque chose où tu vas te faire emporter. Il y aura toujours une scène où tu vas faire ah ouais, tiens, ce truc-là que j'adore, ah ça me fait plaisir. Member Berries. Ouais, Member Berries le film. Mais il y a un élément important dont vous n'avez pas parlé. Tu vas te calmer, oui. La typo qui sert à écrire et qui pour moi est quand même un élément important de la filmographie de Spielberg et qui à mon avis explique beaucoup de choses dedans sans forcément faire un bon film. C'est que Spielberg parle très souvent dans quasi tous ses films de lui-même, de sa vie. C'est ce dont je parlais du coup on l'a dit déjà, donc tu te calmes. Tu nous écoutes pas. C'est que le film, c'est pour moi, c'est littéralement il parle même de l'impact qu'il a pu avoir lui-même, et je pense qu'il a un regard assez réaliste sur l'impact à la fois positif et négatif de ce qu'il a pu avoir à la fois dans la pop culture et y compris dans l'industrie du cinéma, qui est vraiment devenue une machine à pognon à cause de lui et grâce à lui. Comme ne serait-ce que par exemple les suites, les sagas, les franchises, c'est lui et Lucas quoi, qui sont à la base de ce truc-là. Et quelque part, tu sens le mec qui a un peu conscience du truc. Je pense que le film est foiré parce que le mec, tu vois il va pas dire à fond ce qu'il pense vraiment. C'est le problème en fait. Mais
c'est pas assez radical. Est-ce qu'il peut pas disséminer de partout d'indices et toi, spectateur vigilant à ça, tu es sensible à ce genre de choses. Mais c'est juste, il y a des trucs qui sont intéressants et en même temps tu te dis ça va jamais dedans, et à un point tel qu'il y a des fois tu te dis mais c'est moi qui hallucine, c'est un incroyable hasard d'éléments qui font que je converge vers ça. Ou est-ce que non, le mec avait vraiment envie de dire un truc, puis au dernier moment, je vais peut-être pas aller chier dans mon assiette. Donc, ça me rappelle quand j'ai vu le Django de Tarantino, j'avais une lecture complètement personnelle du film où j'étais persuadé que c'était une réflexion sur la culture black, sur la façon dont elle avait été commercialisée, vidée de sa substance. Et un jour, j'ai un pote qui a interviewé Tarantino, je lui ai dit tiens, pose-lui la question, ça m'intéresse. Et il a dit non, pas du tout. Bon, du coup, on va passer au film qu'on aime de Spielberg. On a chacun choisi donc de manière complètement subjective un film fantastique dans sa filmo, et on commence. Du coup, on va le faire par ordre chronologique. Et on commence donc avec Xavier. Tu voulais pas que je fasse un petit point Spielberg avant ? Ah, c'est vrai, pardon. Le professeur Xavier. Mais je vous jure, je vais faire très très rapide parce que je vois le temps défiler. Donc voilà. Prends Cérébro et. Et puis les voyages dans le temps, c'était la dernière fois. Donc, je vais juste me permettre de donner quelques petits détails du monsieur sur lesquels on pourra rebondir au fur et à mesure de... t'enchaîneras direct avec ton Voilà, film. Exactement. Donc Spielberg est né en 1946 dans une famille juive, ce qui est très important. Et ses parents vont se séparer alors qu'il est encore enfant, ce qui va avoir un impact énorme sur le monsieur, et y compris sur ce qu'il va montrer et ce dont il va parler dans ses films. Pour les petits détails rigolos, il faut savoir qu'en fait, à la base, il s'est mis au court-métrage. C'est suite à une demande de son chef scout qui l'a poussé à en réaliser un. Et de fil en aiguille, on a réalisé d'autres, dont un court-métrage qui en fait s'est transformé en film de, je crois, 2h40. De guerre, non ? Non, je crois que c'est encore après. Et à la fin, il a réalisé donc le court-métrage Amblin sur deux jeunes en fait qui vont vouloir partir pour le Pacifique et en fait vont faire un voyage sans se parler. Ce film cartonne en festival, il récupère une tonne de prix. Suite à ça, il va avoir un contrat pour la télévision. Il va pouvoir réaliser différents épisodes, que ce soit pour l'excellente série Night Gallery ou Columbo. Dans Night Gallery, justement, il va rencontrer Joan Collins, qui va déclarer un jour « Cet homme, ce sera un des grands réalisateurs de demain ». Comme quoi, elle n'avait pas tort. Elle n'avait pas encore vu Ready Player One. Et arrive finalement 1971, date mythique, puisqu'il réalise Duel. Par la suite, alors qu'on pourrait croire qu'il a enchaîné directement sur des longs métrages, ce n'est pas le cas. Après, il a réalisé 2 autres téléfilms. Un premier téléfilm dont je vais vous parler, et ensuite il a réalisé un film politique. C'est marrant, j'étais persuadé que le téléfilm dont tu vas nous parler, je ne vais pas spoiler, c'était avant Duel. Non, c'est l'année d'après. Et oui, c'est assez étonnant. J'apprends des choses ici, c'est génial. Et du coup, suite à ces 2 téléfilms, finalement, il va enfin monter son projet de long métrage, donc Sugarland Express, qui malheureusement ne va pas être vraiment aidé par le studio, qui va pas vraiment faire de communication autour. Évidemment, le film est un échec. Pendant qu'il réalise ce film, il va tomber sur un petit bouquin d'un auteur qui s'appelle Peter Benchley, un livre qui s'appelle Les Dents de la Mer, qu'il va absolument vouloir réaliser. Sauf que suite à l'échec de Sugarland Express, il va avoir énormément de mal à trouver l'argent. Il aura juste 12 pauvres millions pour réaliser son film. Ce qui, du coup, derrière, va l'obliger à vraiment avoir recours au système D, puisqu'en plus, tournage dans l'eau. Évidemment, quand ces mécaniques de requins vont tomber en rade, il n'aura pas les moyens de réparer, de pouvoir améliorer ces mécanismes. Donc, système D à nouveau, et petit à petit, voilà, quoi. On construit une légende. Voilà, on construit une légende. Le premier blockbuster, c'est Les Dents de la Mer, et suite à ça, voilà, quoi. C'est devenu un hasard s'il est devenu réalisateur, parce que tu es là. Mais c'est le truc que je voulais vous expliquer. En fait, c'est qu'il y a une succession de hasards autour de Spielberg qui sont absolument passionnants. Et voilà, quoi. Les Dents de la Mer, succès énorme. Au fur et à mesure de sa carrière, il va devenir le roi du divertissement, sans jamais rester uniquement sur ce statut-là, parce qu'il a aussi un pan de carrière plus intimiste, plus dur, dont il va parler, y compris par exemple ses racines juives. Qui se sont rejoints d'ailleurs dans certains films. Exactement.
Et du coup, 50 films plus tard, voilà. Pour rappel, il y a un hors-série Mad Movies dédié sur les films fantastiques, sur Spielberg qui existe, et il y a un classique sur les Dents de la Mer. Tout à fait. Et il y aura bientôt un classique Jurassic Park. D'accord. Bien. Donc, parle-nous de ce premier film. Alors, pour ma part, donc, je vais vous parler du film Something Evil. Pour ceux qui l'auraient vu à l'époque. Sur la 5. Sur la 5, exactement, sous le titre La Chose. Et moi, j'étais persuadé que c'était le Carpenter. J'étais trop super excité de le voir. Ah, t'as dû être déçu. Hein. Oui et non. J'ai quand même fait pipi dans ma culotte. Alors, oui, ça fait peur. On va en parler justement. Voilà, on va en parler. À l'époque, donc, ça faisait peur. Il faut savoir donc que c'est un film réalisé par Steven Spielberg. Un téléfilm même. Un téléfilm qui n'a pas touché au scénario. Le scénario est réécrit par Robert Clouse. Oui. Robert Clouse, réalisateur de... Jeu de la mort. Non, pas Jeu de la mort. Non, Opération Dragon. Voilà, Opération Dragon. Et Jackie Chan aussi, comment il s'appelle Le Chinois. Le Chinois, très mauvais film. Mais ça aurait pu être écrit par Spielberg en termes de thématique. C'est vrai, ça aurait pu. C'est d'ailleurs la chose qui est assez intéressante, parce que je ne sais pas en fait si c'est un projet qu'on lui a proposé ou si c'est lui qui a choisi le projet. En l'occurrence, donc, on va suivre un couple qui a un enfant, des gens plutôt de la classe moyenne, bourgeoise quand même, hein, on reste dans le bobo. Parce que lui est réalisateur et elle femme au foyer. Elle est femme au foyer, mais il est producteur, lui. Voilà. Lui, il est dans la pâte à sel. Lui, il est dans la publicité, elle est artiste. Et suite à une petite partie de campagne, ils vont tomber en fait sur une ferme. Et la femme va commencer à peindre cette ferme en question et va en fait tomber sous le charme et va vouloir acheter cette demeure pour y vivre. Son mari, qu'on sent plutôt absent et donc plutôt enclin à essayer de combler le vide affectif par des cadeaux, accepte d'acheter la demeure. Même s'il lui dit pas de voyage en Europe. Oui, voilà. Il y a des scènes assez étonnantes. Et malheureusement, évidemment, il y a quelque chose de maléfique. Voilà. Pourquoi est-ce que je veux vous parler de Something Evil ? Le film est intéressant dans ce que Spielberg va commencer à construire au niveau de la réalisation. Il y a quand même quelques scènes dedans qui sont assez étonnantes, que ce soit au niveau des placements de caméra, tout ce qui va être par exemple de mémoire. Alors c'est de mémoire parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Duel. Je crois que c'est la première fois qu'il utilisait la technique du travelling compensé. Je crois. Mais ça, c'est à vérifier. Dans la chose, il y en a un travelling compensé ? Oui, il y en a un. Petit, mais il y en a un. Et c'est vraiment c'est toute l'utilisation de la caméra qui est vraiment intéressante, à un point tel qu'il y a une scène que j'ai vraiment adorée, qui est peut-être pas la meilleure scène du film pour certains. C'est toute la scène avec le jeu de miroir que j'ai trouvé vraiment super, quoi. C'est un truc, ça joue sur les réflexions, le fait de péter un miroir, mais l'impact va amener sur un autre miroir. Enfin, d'ailleurs, il y a beaucoup de jeux. Il y a cet effet spécial très raté du pare-brise de la voiture au début de l'accident qui se fendit. Il y a aussi un plan où elle est en train de regarder quelque chose à la fenêtre. Elle est en train de regarder son mari en train d'engueuler le vieux à qui ils ont acheté la ferme, qui est en train de tuer un poulet là, pour exorciser le truc. Et elle est derrière la vitre et on voit la scène sur le reflet de la vitre et après il y a un focus sur elle derrière. Il y a déjà pas mal de jeux de miroir. On sent déjà une mise en scène assez supérieure au téléaste lambda. Non, tout à fait. Après, évidemment, le film souffre d'un manque de budget certain. Les acteurs sont pas au top, soyons honnêtes. Franchement, ce film, je l'adore pas. Voilà. Je le trouve intéressant dans ce que ça peut raconter sur un Spielberg qui est en train de se construire. On parle déjà de familles qui se déjà déséquilibrées dans l'implication affective. C'est ça qui est intéressant parce que en fait beaucoup de personnes pensent qu'il a eu le succès avec Duel tout de suite. Il a enquillé sur Sugarland Express. Pas du tout. En fait, après il réalise 2 téléfilms et en fait ces 2 téléfilms pour moi arrivent à résumer tout ce que va être la carrière de Spielberg, y compris dans ce qu'il a jamais accompli. Donc, on a le côté politique qu'on peut retrouver dernièrement avec The Post, parce que globalement, ce téléfilm-là, c'est vraiment c'est dans le délire The Post. Et la chose qui est, de mon point de vue, donc c'est déjà le seul film d'horreur, et encore
C'est plus un drame qu'un film d'horreur. De toute la filmographie de Spielberg. Si on nommait Poltergeist, ça rappelle d'ailleurs pas mal. Moi j'ai pensé à Poltergeist à fond dans le film. Non, voilà, même si officiellement ce n'est pas un Spielberg. Et surtout, ça permet de repenser à nouveau pourquoi Spielberg n'a-t-il jamais réalisé un véritable film d'horreur. Alors que pourtant, si vous réfléchissez bien, tous ces films, il y a de l'horreur. Il y a une scène d'horreur dedans. Park, sauf les comédies, bien évidemment, mais même la guerre des mondes. Qui pour moi est quasiment un film d'horreur. Voilà, il y a Temple of Doom. Voilà, à chaque fois, on sent qu'il est proche, qu'il a une envie de faire un film d'horreur. Même Ready Player One avec la scène de Shining, et il ne le fait jamais. Il veut le faire. J'aimerais vraiment savoir pourquoi. Il veut faire le talisman des territoires de King. Il a dit que il voulait, que lui et King n'aient jamais vraiment travaillé ensemble. Ça lui paraît une hérésie, et que s'il devait faire un truc de King, ce serait le talisman des territoires. Après le Xavier sur King. Non, mais après le talisman des territoires, c'est vraiment très bien, mais. Il finira par le produire à tous les coups. Déjà de base, sur un film, je suis désolé, c'est trop énorme pour faire un film. C'est chaud. Et puis après, pareil, je suis désolé, ce sera pas un pur film d'horreur. Et Cyril, t'as pas accroché là sur la chose ? Horreur. Je trouve ça nul. Je fais chier et tout. Et je voyais bien les débuts d'un réalisateur prometteur. Vraiment, j'adore Spielberg. On peut penser à cause de ce que j'ai dit sur Ready Player One que j'aime pas Spielberg, mais pendant très longtemps, c'était un de mes 3 réalisateurs préférés de tous les temps. C'est un mec que j'adorais, mais là, ces dernières années, deviner les autres. Choyark et Verhoeven, c'était mes 3. Et là, il m'a tellement déçu ces dernières années que j'ai tendance un peu à relativiser sur Spielberg. Et là, hier, quand j'ai vu ça, j'étais assez intéressé de voir un des premiers films de Spielberg. J'avais vu Duel il y a très longtemps, j'aime bien d'ailleurs. Je trouve Duel vraiment plus réussi, je trouve, que cette chose. Ouais, mais c'est le cas de le dire. Mais voilà, mais du coup, le côté horreur non assumé, il va se retrouver dans toute sa filmographie. Le côté drame, alors qu'il n'a pas écrit le scénario, c'est très exactement les schémas qu'il va répéter constamment. La famille qui se détruit, le père absent, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on retrouve derrière. Après, le film est vraiment intéressant quand on réfléchit filmographie Spielberg. Après, lui, en tant que film, c'est pas génial. Qui a trouvé ça bien ? Moi, j'en ai un souvenir d'enfance, en fait. Donc, je l'ai vu quand il est passé donc, sur la 5. Dans les années 80, ça m'avait vraiment terrifié, le coup des 2 yeux brillants captés pendant le tournage de la pub, cette espèce de bocal qui contient une espèce de matière qui émet des couleurs et qui vibre, ça m'avait mis profondément mal à l'aise. 4 ans quoi. Un petit peu plus parce que je suis un peu le plus vieux autour de cette table, mais par contre qu'à l'époque la 5 c'était pas Arte. Non, voilà, c'était la 5, c'était la 5 qui nous montrait Chips, K2000, Tonnerre de Feu, bref, Olivier Tom. Bref, voilà, donc j'avais un souvenir de jeunesse, j'avais jamais revu depuis, mais j'avais très envie de le revoir, en même temps très peur de m'y confronter. Ça reste assez fidèle finalement à ce que j'avais dans mon souvenir. Avec l'œil de maintenant, c'est embryonnaire, mais c'est pas inintéressant. Il y a des longs tunnels de dialogue un peu relous, mais. Honnêtement, il faut quand même très très bien connaître Spielberg pour percevoir son talent dans ce film-là. Enfin, moi personnellement, je suis trop novice pour me dire que je vois quoi que ce soit. C'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film, mais j'aurais pu le voir sans savoir que c'était Spielberg, j'aurais rien détecté. Il y a une économie de moyens en fait qui reste assez efficace, je trouve, pour un truc microscopique. C'est un des rares Spielberg, je crois même le seul où on voyait que le tournage en fait, où il y a un film dans le film. Il y a un tournage d'une pub au début ou je sais plus trop quoi et c'est un des rares. Ça me fait penser à l'Exorciste d'ailleurs à ce niveau-là. Le gamin à la fin. Le travail d'un des personnages. Clairement, le téléfilm, il a été créé pour surfer sur la vague Exorciste, Rosemary's Baby. Voilà. Talal, on t'a pas entendu ? J'ai pas fait mes devoirs pour le coup, je l'ai pas vu. Ok. Grillé. Voilà, c'était la dernière fois que vous entendiez Talal. Adieu Talal. On passe à Cyril. Ouais, on passe à Cyril. Ouais. Allez Cyril. Alors moi j'ai choisi un film que j'aime, contrairement à Xavier qui a pris un film qu'il aime pas. On peut résumer ça comme ça quand même. J'ai choisi Les Aventuriers de l'Arche perdue, alias le tout premier Indiana Jones. On parlera des autres un petit peu aussi, mais on va pas non plus faire 4 heures. C'est la musique de Superman, ça, non ? Pourquoi je choisi ce film-là ? Parce qu'en fait, quand j'ai réfléchi à tous les films de Spielberg que j'ai pu voir, c'est celui qui me plaît le plus. C'est celui où chaque minute, chaque instant est un régal. Je vais pas résumer l'histoire, je pense que tout le monde connaît. Un aventurier, Indiana Jones, qui parcourt la Terre pour retrouver des reliques. Et le principe de ce film-là, c'est qu'il cherche à retrouver l'Arche d'Alliance, que les nazis veulent récupérer. Ça va aller dans les 4 coins du monde, en Égypte, voilà, partout pour retrouver ça. Et c'est un film merveilleux dans le sens mystique, magique. Il y a des passages dingues
comme quand il doit planter le bâton avec le sceptre pour voir à quel lumière, quel endroit se trouve sur une maquette un sanctuaire. Enfin, là, c'est un film que je trouve réussi de bout en bout. Chaque séquence est une réussite, ça change tout le temps, c'est très varié. Moi, ça a été longtemps ma trilogie préférée du Cinoche, les Indiana Jones, j'adorais ça. Même le 4, j'aime bien, même s'il a beaucoup de défauts. Non, mais même le 3. Le 3 est sympa aussi. Non, mais voilà, c'est vraiment une saga que j'aime bien. Mais le premier, contrairement à beaucoup de gens qui préfèrent le second, moi je préfère largement le premier qui n'arrête jamais. Le 2, il y a un côté cartoonesque qui, je trouve, des fois dessert le film. Pourtant, j'adore le 2, hein, je surkiffe, mais le 1 a un côté plus sérieux et plus magique en fait. Et je voulais faire archéologue quand j'étais gamin. Plus tard, j'ai compris que c'était assez chiant comme métier. Donc il fallait bosser à l'école. Voilà, il fait surtout nettoyer des putains d'os avec ton pinceau, machin et tout. Ça m'a saoulé quoi. Mais voilà, c'est un film qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais gosse. On peut citer donc que c'est un film qui a été pensé à la base et voulu par George Lucas qui sortait du tournage de La Guerre des Étoiles et qui en a proposé à son grand ami Spielberg. Ils ont fait les études ensemble. Ça, tu l'as pas dit dans ton truc, mais ils ont fait avec Coppola aussi, je crois. Ils ont fait une même école et tout. L'USC. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une grosse école en Californie. On retrouve au scénario Laurence Kasdan qui a beaucoup bossé avec Spielberg, George Lucas. Il a plus de dents, c'est dommage. Voilà, Philippe Kaufman qui plus tard fit un remake de Body Snatcher qu'on a passé d'ailleurs au pif dans le cadre d'une nuit Invasion extraterrestre. Ça a été produit par Frank Marshall qui a produit aussi beaucoup de films de Spielberg, voire quasiment pas tous mais une chier de films de Spielberg. On retrouve Douglas Slocombe à la photo qui a juste fait pour Spielberg les 3 Indiana Jones, les 3 premiers, mais qui a rien fait d'autre avec Spielberg. Et pourtant, je trouve que la photo du film est assez dingo. Et surtout, on retrouve au montage Michael Kahn qui a, je crois, lui fait par contre tous les Spielberg depuis Rencontre du troisième type. Et c'est à noter que le montage du film est exemplaire parce qu'on passe de plein de séquences, on va dans plein de pays et on n'est jamais perdu par tout ce qu'on voit quoi. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Enfin, c'est difficile de pas aimer Indiana Jones. Moi je voudrais juste rajouter un petit détail sur la genèse de la chose. Ouais. C'est qu'en fait à la base George Lucas, donc il sortait de Star Wars. Il savait que ce serait un succès. Ouais. Il savait il n'avait qu'un seul, c'est pour ça. Voilà. Il savait que ce serait un succès. Et c'est entre vous deux, c'est fini. En fait, dans il n'y a plus de boucaquet avec fini les boucaquets. Et en fait, son habitude, c'était de partir prendre des vacances à Hawaï, je crois. Tranquille. Et du coup, sur cette fois-là, Spielberg, lui, sortait de Rencontre du troisième type. Et lui aussi savait que ce serait un succès, donc il est parti en vacances avec le monsieur. Et Spielberg venait de recevoir un refus pour réaliser James Bond, parce qu'il n'était pas du Commonwealth. Et en fait, suite à ça, George Lucas, qui lui réfléchissait un peu à des trucs plus délire serial et tout, comme les vieilles séries à l'ancienne qu'on pouvait voir, genre en 10-12 parties, etc. Même type Flash Gordon, par exemple. Ils ont décidé, en fait, de créer un personnage pop, un personnage pulp, qui était Indiana Jones. Et Indiana Jones, c'est le nom du chien de George Lucas, d'ailleurs. Pour le détail. Il n'y avait pas aussi une théorie comme quoi ça venait d'une envie de faire Tintin Alors, en fait, c'est pas exactement ça. C'est, si je me souviens bien, je crois plutôt que c'est L'Homme de Rio. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je crois que ça vient de L'Homme de Rio, et c'est en fait après qu'il a découvert Tintin, et c'est là qu'il a découvert en fait que L'Homme de Rio était de toute façon inspiré par Tintin. Voilà, je crois que c'est la vraie boucle, c'est ça. Et du coup, en fait, ce qui est fascinant, et on ne le dit jamais assez, c'est qu'en fait, Indiana Jones, c'est le premier film de pop culture bourré de références, comme on les fait actuellement. Maintenant, on fait beaucoup de films vraiment basés sur toute la pop, comme Ready Player One. Mais en fait, Indiana Jones, c'était déjà le cas, sauf qu'on n'a pas forcément les références de ces sérioles que eux voyaient quand ils étaient gamins au Cinoche. Il y a des petits trucs cachés quand ils sont dans l'endroit où il y a la maquette. Je sais qu'on peut voir un R2D2 et un 6PO. Easter egg avant l'heure. Mais c'est des trucs tellement discrets, c'est des trucs pour Je crois qu'il y a un Vador sur une pierre. Ça se trouve, à l'époque, ça a saoulé tous les trentenaires qui ont dit « Oh putain, il fait chier, c'est ça le cinéma aujourd'hui !» Et il y a François Truffaut qui joue un petit rôle aussi dans le film et tout. Non, c'est... Moi c'est mon, alors autant la chose c'est un souvenir d'enfance, Indiana Jones c'est mon premier souvenir de cinéma, voilà. Donc je me rappelle l'avoir vu sur un cinéma en plein air, sur une plage du sud de la France, branlant, en me masturbant devant des visages qui fondent. Non mais voilà, la scène de fin avec les visages des nazis qui fondent, c'est mon premier choc horrifique. J'avais 4 ans et demi je crois, donc je ne peux que révérer ce film.
qui retrouve en plus, c'est vrai, cet esprit sérial que ma génération a à peine connu. On est vraiment, moi je suis né à un moment où tout ça disparaissait, mais j'en ai quand même encore eu un petit peu des bribes par ce qu'aimait mon père, etc. Donc non, j'ai un attachement super fort à ce film. Je préfère peut-être le rythme du 2. Je trouve que le 2 est plus ramassé en termes de rythme, mais je préfère le côté voyage du 1. Où on va un peu aux quatre coins du monde, ce qu'on n'a pas dans le 2, qui est vraiment très resserré en matière d'action. Donc non, moi c'est inattaquable, c'est un monument, quoi. T'as des films comme ça où justement qui sont des films qui t'ont marqué enfant et parfois tu as tendance à les revoir aujourd'hui et c'est souvent un peu embarrassant, et là pour le coup il n'y a rien à reprocher au film, tout est parfait. Et pour moi c'est la même chose pour le 2 en fait. J'ai tendance à préférer le 2 peut-être par sa dimension un peu plus horrifique, même si parfois comique, mais il y a une magie que je n'ai jamais su retrouver ailleurs dans des films d'aventure, et même que Hollywood n'a jamais réussi à reproduire, que ce soit avec des errats à la Benjamin Gates, je sais pas quoi, Tomb Raider. Je trouve un des ceux qui se rapproche le plus. De poursuite diamant vert, c'est intéressant. La momie de Steven Sommers. C'est celui qui se rapproche le plus. Même si c'est très loin de la qualité, mais ça se rapproche beaucoup de ce côté serial. Je comprends pas comment il n'y a pas un seul aventurier à Hollywood après Indiana Jones qui a réussi à marquer un peu les esprits. Non, mais je sais pas que c'est bien, mais c'est celui qui voudrait être la fille spirituelle d'Indy. Alors t'as ça dans le jeu vidéo aujourd'hui avec Uncharted par exemple. Tu retrouves un peu. C'est le meilleur représentant. C'est la suite, on va dire, spirituelle d'Indy. Mais d'ailleurs, alors moi je préfère aussi comme Talal le Temple maudit, donc le deuxième. Le premier, je l'ai vu et j'avais avant joué à Rick Dangerous, donc j'avais pas la référence. La boule qui poursuit Rick Dangerous au début. Sur Atari. Non, par contre, je préfère le Temple maudit, même si j'aime bien le premier, mais le Temple maudit pour moi, je trouve qu'il est parfait de bout en bout. Il y a rien à changer et je peux le regarder 1 milliard de fois. Je me lasserai jamais. C'est pas des cadeaux secs, Indy. Non, mais je l'adore aussi, mais je trouve que je préfère le 1. Voilà, quoi. Mais en fait, il y a un vrai schisme sur qui préfère le premier et le deuxième. Moi, j'aime les deux. Il y a quand même une majorité de 1 quand même. Non, c'est souvent le 2. Attends, on est 5. Vous êtes qui est premier? Cyril? Moi, je suis plus 2, moi aussi. Tout le monde est 2 en fait. Laurent, faut que tu choisisses. Je suis entre les deux. Mais en fait, le 2 avait une dimension horrifique qui a un petit peu choqué à l'époque, et il y a eu quelque chose qui s'est fait autour. Tout le monde n'était pas d'accord. Je l'ai montré à mon fils, il a tourné de l'œil littéralement sur la scène du cœur. Et surtout, il faut savoir que c'est à cause de ce film l'apparition de PG-13, PG-13, et plus précisément, c'est même une idée de Spielberg. Puisque au niveau de la classification, ils n'arrivaient pas déjà de base à déterminer où mettre les réalisations de Spielberg ou ses prods. Ça incluait genre Gremlins ou autre. C'était très compliqué parce qu'on se retrouvait avec des films qui se voulaient pour enfants, mais avec toujours une scène horrifique en plein milieu. Donc où le mettre ? Et c'est Spielberg qui a proposé, mais si vous voulez, vous faites un PG-13 ou un PG-14 comme vous voulez. PG-13, c'est parfait. Et c'est aussi le film qu'il aime le moins dans la saga, on va dire. Apparemment, même un de ses films qu'il aime le moins, même je dirais au-delà de sa saga, il me semble. Il le trouve trop noir, il le trouve trop dark, je crois. Il le trouve trop dark, et en plus, c'est une sorte de forme de pudeur. N'oublions pas que c'est le mec qui a quand même accepté qu'on enlève les flingues dans E.T. Ouais, mais il s'est excusé. Il s'est excusé, mais bon. Quel vendu. Talal, ton film. Alors, moi, c'est pas un film, ma mère. Alors, comme Xavier, c'était pas un film, c'est un téléfilm. Téléfilm. Ouais, parce qu'elle a dit un film. Donc j'ai voulu faire un autre. Au moins, c'était plus long. J'ai fait exprès pour que tu rebondisses. Elle est bien faite cette émission quand même. Alors c'est une série qui date des années 80, donc qui a été faite entre 85 et 87, qui a connu 2 saisons, donc et que 45 épisodes, qui a été produit par la NBC. C'est une série qui a été déprogrammée parce que trop cher et pas assez d'audience. C'était Amazing Stories, que vous connaissez peut-être ou pas. Alors bizarrement, le titre français c'était Histoire extraordinaire. Histoire fantastique. Un titre passe-partout qui passe bien à la télé le soir. C'est très curieux parce que pendant longtemps j'étais persuadé que Amazing Stories était arrivé après les Contes de la Crypte, et en fait non, pas du tout. Je vais me focaliser plus sur un épisode qui était un peu la vitrine, on va dire, de la première saison. Il faut savoir que Spielberg a réalisé 2 épisodes. Et celui-ci n'est pas le pilote, apparemment c'est le 5e épisode, il me semble, de la première saison. Mais par contre, c'est peut-être
Le plus intéressant des deux. Donc ça raconte quoi ? C'est dans un bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale, suite à une attaque contre un avion nazi. Ils perdent leur avion est attaqué et ils perdent leur train d'atterrissage. Et malheureusement, le soldat qui se trouve en dessous de l'avion, donc qui contrôle la tourelle, se retrouve coincé. Il peut pas sortir en fait de sa cache, on va dire. Et l'avion perd du kérosène et ils doivent atterrir le plus vite possible. Donc il y a une petite course contre la montre et une tension qui se joue au fur et à mesure de cet épisode. En sachant que s'ils atterrissent sans le train d'atterrissage, forcément ils écrasent le dessous de l'appareil où se trouve l'infortuné. Dr Obvious. Voilà. Vous voyez pas là, mais je fais des doigts. Donc bah, c'est pas passionnant. C'est ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est Spielberg et c'est sa série à proprement parler. D'ailleurs, c'est la série où il a casé tous ses copains dedans. Et par exemple, tu sens que c'est vraiment un truc de bande en fait. On retrouve Joe Dante qui a réalisé 2 épisodes pour chacune des saisons. Robert Zemeckis qui a réalisé un épisode assez fun de la 2e saison qui s'appelle Go to the Head of the Class, un truc avec Dr Brown, aidez-moi, Christopher Lloyd, merci. On a parlé au début de l'émission dans Muse. Ouais. C'était Spielberg qui avait fait Papa Mommy ? Non, c'est pas Spielberg, je crois que c'est son assistant réal. Non, je sais que Mick Garris a commencé en tant que réal là-dessus, mais c'est pas lui qui avait ça. Il était cool, Papa Mommy. Peter Hyams, Eastwood, Danny DeVito, Mick Garris, Tom Holland, Brad Bird qui réalise le pilote, on va dire, de sa série animée Vie de chien, c'est ça Toby Hooper, Kevin Reynolds et Martin Scorsese. Donc vous voyez, le casting de psychopathes. Et après, que ça soit même on va dire ses assistants, les chefs-op, tout ça, c'est vraiment la même bande. Donc ils se sont fait quand même plaisir et il y a vraiment quelques épisodes mémorables. Je me rappelle d'un épisode qui m'a beaucoup marqué, qui est celui de collègues, de copains d'école qui s'amusent à renverser des liquides un peu bizarres pour faire apparaître des personnages de magazines. Et donc forcément ils vont s'amuser à faire apparaître des pin-up à partir de Playboy. Cet épisode m'avait traumatisé, tout comme d'ailleurs le Zemeckis. Et d'ailleurs celui-là a été réalisé par Tom Holland. On ressent le ton un peu... fun de Tom Holland. Voilà, pas grand chose à dire sur cet épisode parce qu'il n'y a pas vraiment de moment, on va dire, complètement Spielbergien, peut-être hormis l'attaque de l'avion nazi où tu as une sorte de champ contre champ. La conclusion, quand même, un côté, on s'y attend pas du tout, quoi. Oui, alors je parle pas de thématiquement, je parle vraiment purement de mise en scène parce que tu sens qu'ils sont vraiment très limités par les budgets, c'est très minimaliste. Elle est impressionnante, la scène d'attaque. La scène d'attaque est très réussie. Il y a beaucoup ça dans l'épisode. Et oui, et effectivement, bien sûr, ce que tu disais dans la narration, ce personnage-là, qui est un personnage de rêveur, donc celui qui est coincé au niveau du bombardier, au niveau de la tourelle, pardon, et qui rêve qui est un grand dessinateur très talentueux et qui rêve de travailler chez Disney. Et bien sûr, on peut spoiler un petit peu, je me permets de le faire, c'est grâce à ses talents de dessin que le fantastique va intervenir et que l'avion va pouvoir atterrir, c'est-à-dire qu'il se met à dessiner les roues du train d'atterrissage et l'avion atterrit et happy ending. On retrouve un casting intéressant. Il y a un très jeune Donald Sutherland dans la série. Kiefer, pardon. Un très jeune Kiefer Sutherland et bien sûr Kevin Costner qui est très très classe et qui joue le capitaine de l'avion. Moi j'étais contente que tu proposes ça, juste parce que du coup j'ai regardé l'épisode que je n'avais pas vu, mais j'ai vu surtout le générique de la série et je me suis souvenue du générique. Alors c'est une catastrophe, mais je l'adore. Oui, pas pour les bonnes raisons. C'est ça, c'était une Madeleine de Proust, quoi. Voilà. Mais après c'est vrai que l'épisode je l'avais pas vu. Je pense que j'ai dû voir des épisodes de Histoire Fantastique à l'époque, mais je pense que si j'avais vu celui-là, je serais pas restée parce que le fantastique met trop de temps à arriver et oui, c'est vraiment un truc de guerre. C'est pas le plus fantastique, on va dire. Justement, en fait, à la base, la mascotte, c'est le vrai pilote de la série. C'est celui qui a amené le green light pour la série complète. Mais le vrai premier épisode, c'est Le Train Fantôme, réalisé aussi par Spielberg. Et du coup, tout le monde pense que c'est celui-là le pilote. Et c'est vrai que tu te retrouves encore
t'es plus dans l'univers Spielberg, quoi. T'es vraiment dans la banlieue, la petite famille très légère, famille moyenne, blanche, beaucoup plus à l'image du générique de Williams. Ouais, carrément. Et du coup, à la base, alors ça par contre, faudrait vérifier au niveau des dates, mais donc le montage en fait, Histoire fantastique est sorti au cinéma. Donc 3 sketchs qui ont été montés ensemble. En 87. Voilà, et il me semble que c'était avant la diffusion de la série en France. Et du coup, si je me souviens bien, donc t'as un Spielberg, t'as Zemeckis, le 3e, je ne sais plus. C'est celui de la momie, justement. C'est celui de la momie, et du coup, celui-là, en fait, existe en 2 versions. La version longue n'est visible que si tu regardes le film Histoire fantastique, alors que si tu regardes la série, tu n'auras qu'une version qui fait moitié moins. Et c'était une série qui était diffusée chez nous, il me semble. C'était la 5 aussi, il me semble, non? C'était début 90, donc plus tard. On l'a eu, à l'époque, on n'était pas en genre US plus 24. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ça, je sais pas vous, mais moi, c'est cette série-là, Les Contes de la Crypte, un peu plus tard, Tales of from the Dark Side, même si c'est antérieur, c'est vraiment des séries qui m'ont constituer, on va dire, ma culture fantastique. C'était, on n'avait pas. La 5e dimension. Oui, voilà, ça, la 4e, la 5e dimension. On n'avait pas forcément les moyens d'aller au cinéma, et quand on voulait. Par contre, on avait la télé, et là, pour le coup, c'était des portails à des univers et des histoires riches et variées, avec vraiment des gros réals. J'en ai cité pas mal, qui sont qui se donnent en fait pour faire des trucs cool. Quand on était jeunes, on était pété de thunes, donc on allait photo au cinéma en fait voir des films. Non, moi, j'avais jamais vu la série télé. Je n'ai jamais vu cette série, donc je découvrais l'épisode. Je me souvenais que ça passait sur M6 ou sur la 5 et j'avais pas trop kiffé. Antenne 2, Ah, bien joué. Et j'ai adoré l'épisode en question dont tu nous as proposé de voir là. Non mais Laurent continue à dire que je fais de la Satellite comme l'épisode précédent, mais je trouve ça mortel et j'ai trouvé que ça a été assez prenant. Il se passe plein de trucs et tout, ça joue vraiment très bien. Je trouve que ça annonce avec des années en avance qui veut la peau de Roger Rabbit pour ce que tu racontes à la fin. Il y a le mélange d'idées et le truc. J'avais pas fait le lien. Ça me rappelle longtemps avant et tout le monde joue très bien. Et vraiment, j'étais vraiment à fond. L'histoire est vraiment mortelle. L'idée de comment ils vont y arriver, il s'est retrouvé plein de techniques pour s'en sortir et tout. Et finalement, un élément fantastique. Et moi, ça m'a pas gêné qu'il arrive si tard. Mais j'ai une vraie question à poser. Je pense qu'aucun doute se l'est posé. Pourquoi Tala dit qu'il a pas trop aimé ça? C'est comme si l'épisode, c'est ça qu'il a choisi pour parler de Spielberg et que t'aimes pas trop l'épisode. Alors moi c'est plus par rapport à la série en elle-même que cet épisode. Cette série est très emblématique, on va dire, des productions Spielberg. C'est vraiment une série qui sent. Alors pourquoi t'as pas pris l'épisode avec le train fantôme? Je pense qu'il y avait l'ambition de faire quelque chose avec. Tu vas arrêter, oui. Non, mais c'est plus emblématique, disons. C'est la vitrine. De côté, tu l'attaques. C'est vraiment la vitrine, on va dire. Là où en fait Tala la raison, c'est quitte à parler de la série, il vaut mieux parler de cet épisode-là, puisque la série est une référence aux comics que lisait Spielberg à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on est dans un registre aussi comme les Contes de la Crypte, etc. Parce que c'est à peu près ce même style de comics. Complètement pulp. Et c'est vrai que cet épisode-là, pour ceux qui ont vu, ça va même vous rappeler... Enfin, c'est une situation que je trouve assez typique de ces histoires pulp. Par exemple, dans Métal Hurlant, t'as à peu près le même. T'as le même schéma de base pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus horrifique, mais tu l'as encore à nouveau. Et All West, c'était quand par rapport à... Oh là, c'est bien après. Parce que All West, c'est les thématiques aussi des avions. Enfin, c'est un truc qui a toujours fasciné Spielberg, les avions. Ou la guerre, en général. Ouais, mais les avions, c'est un peu comme je pense Miyazaki qui kiffe aussi les avions. Je pense un truc vraiment qui est particulier de Spielberg. On en voit souvent dans Indiana Jones, c'est le combat sur un avion. 1941, les avions. Always, c'est 90. Donc et juste pour dire aussi. Empire du Soleil. Empire du Soleil, voilà. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, tiens, un sketch fait par Spielberg. Parce que moi, j'avais en tête le sketch fait pour Twilight Zone The Movie. Ah oui, qui est nul. De tout le film, c'est le sketch de Spielberg qui est le plus pourri. Le plus intéressant. C'est pas le plus nul, mais. Ah si, attends, je préfère celui de Mad Max. Miller. Miller, il est mortel quoi. Même avec l'avion là. Ouais, avec le Kremlin, c'est même le Joe Dante, il est mortel aussi quoi. J'aime bien aussi celui-là de John Landis, mais pour les mauvaises raisons. Pourquoi? Parce qu'il est snuff. Il y a une fille toute nue. Non, il y a des enfants qui sont morts. Il y a un crâne mort. Ok, chacun son truc. Il y a un crâne tout nu aussi. J'aurais préféré voir des enfants tout nus. Des jeunes filles toutes nues. Ne coupe pas. Voilà, on a une preuve. Laurent a tombé le masque. C'était mon dernier pifcast. Je suis ravi de vous avoir. Ta dernière nuit avec ta femme aussi. Police freeze.
Du coup, on passe ensuite en 1993 avec mon film que j'ai choisi. T'as pas aimé non plus. Alors j'ai pris celui-là, mais j'aime pas trop. Non, je rigole. J'aime bien. En fait, j'aime bien en numéro 2 après Temple Maudit parce que c'était mon choix number 1. S'il avait fallu que. Enfin bref, c'est Cyril qui a eu la priorité, ce bâtard. Bim. J'aurais pris tiens, sinon en second, j'aurais pris celui que tu prends maintenant. Bon bah voilà, en second, Jurassic Park, donc qui est sorti en 1993. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous êtes des gros losers quand même. Mais bon, je vais quand même le pitcher. Donc c'est John Hammond, un riche investisseur qui s'apprête à ouvrir un parc d'attractions sur une île au large du Costa Rica, où se trouvent des dinosaures, des vrais, qu'il a fait revenir à la vie à partir de fragments d'ADN. Et avant l'ouverture, il veut l'approbation d'un couple de paléontologues, Sam Neill et Laura Dern. C'est pas leur nom, c'est les acteurs. Dont il a notamment financé les recherches pour qu'il ait légalement l'autorisation d'ouvrir le parc. Et donc il leur fait faire un tour avec ses propres petits-enfants qui sont là en visite et un mathématicien chaoticien, on va dire, adepte de la théorie du chaos, joué par Jeff Goldblum. Et donc, dès la première scène du film, on montre qu'un transfert de dinosaures se passe mal, donc on se doute que tout va mal tourner, évidemment, sinon il n'y aurait pas de film. Oui, vas-y, mange tes chips, Laurent, ça ne s'entend pas du micro. C'est adapté d'un roman de Michael Crichton qui en fait a lui-même écrit le scénario. Donc à la base, donc le film date de 1993. Non, c'est pas lui qui a écrit le scénario. À la base, il a écrit un début de scénario en 1983 qui n'était pas cette histoire-là, mais qui parlait de dinosaures, qui était conté en fait par un enfant. Et à l'époque, Spielberg était en relation avec lui pour la série Urgence, parce que c'était aussi adapté d'un roman de Crichton. Et à cette époque-là, ils ont discuté ensemble de cette idée que Crichton avait. Donc Spielberg lui a un peu injecté des idées à ce moment-là, il me semble. Et plus tard, Crichton a quand même sorti un roman en 1990. Tout le monde s'est battu pour avoir les droits. Il y avait plusieurs réalisateurs qui étaient pressentis, notamment Burton, Joe Dante, Richard Donner, même James Cameron. Danny Boone, ça aurait été super, j'aurais voulu voir ça. Et finalement, c'est Universal qui a remporté l'intégralité des droits pour 1,5 million de dollars. Et c'est David Koepp qui va co-signer le excellent scénariste. En fait, je crois que... Tu croyais vraiment que je m'étais planté? Non, mais oui, sérieux, fais-lui confiance. C'est vraiment ma dernière émission, c'est clair. Non, Crichton a fait une première version du scénario. Mansplaining. Crichton, on dit pardon. On dit Crichton? Ouais, on dit pas Crichton. On dit pas Crichton? Je m'appelle Davidson, donc je sais. Moi, je vais dire Crichton. Meilleure vanne de la soirée. Michael Crichton a donc fait une première version du scénario que Spielberg n'a pas trouvé satisfaisante. C'est pour ça qu'il est allé chercher David Koepp, dont il ne savait pas a priori qu'il avait fait Dark Angel en tant que scénariste, mais bon. Excellent film. Voilà, enfin il n'a pas fait que ça. Kevin Peace. Et voilà, donc et Koepp a eu les coups des franches et a repris certaines des idées de Crichton. J'ai du mal du coup parce que toute ma vie je l'ai appelé Crichton, donc Crichton. Était-tu Véronique, elle allait peut-être le dire. De quoi? Là, tout ce que vient de dire Laurent. Non, mais c'est vrai que David nous sommes complémentaires. Oui, on se complète tout à fait. C'est le complémentaire de. Bravo, ok. Il me semble alors. On se la partage. Il me semble que notamment sur les explications scientifiques et le fait de prendre de l'ADN dans les moustiques et ça c'est David. En fait, d'ailleurs, c'est même non, ça c'est Crichton, pardon. Même en fait, visiblement, le roman était jugé trop scientifique. Il fallait absolument écluser parce qu'apparemment sur les 400 pages du roman, tu as 200 pages d'explications scientifiques. Vous aviez lu le roman, bien sûr. Et du coup, Mister ADN, le petit personnage en dessin animé qui vient expliquer tous les trucs, a été une suggestion de Spielberg pour simplifier, que Koepp a donc adapté pour ôter, on va dire, toute une partie d'explications scientifiques trop lourde et la concentrer dans... Le clonage pour les nuls. Voilà, un peu ça. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce film? Parce que c'est évidemment un très bon film de par son histoire, etc. C'est comédien. Mais c'est surtout un tournant dans l'histoire des effets spéciaux, puisque jusque-là, les films avec des dinosaures, bon, déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'était soit fait en stop motion, donc de l'image par image, soit en animatronique, donc avec des marionnettes animées par des robots. Voire avec des petits lézards filmés de très gros. Tout à fait, donc ça c'était il y a quelques temps déjà, mais effectivement. Et en fait, donc Spielberg, une fois qu'il a eu les droits d'adapter le roman, a intégré dans ses équipes tout de suite Stan Winston et Phil Tippett, qui sont deux experts de chacune des deux techniques. Ils ont commencé à faire des essais, etc. Et là, il y a Denis Mirren de ILM, donc Industrial Light and Magic, qui est arrivé et qui a fait des tests de compositing numérique, en fait, qui ont complètement été bluffants. En fait, donc on peut
peut trouver les images sur YouTube, vous verrez. Et sur l'excellent documentaire d'Alexandre Poncet et Gilles Penceau. Le complexe de Frankenstein. Et d'ailleurs, la phrase typique, vous le savez, qu'a dit Phil Tippett quand il a vu cette... Nous sommes nous-mêmes des dinosaures. I've just become extinct. Oui, je suis au chômage. Je suis en voie d'extinction. Je me souviens même justement de cette époque où le film était sorti et où énormément de personnes ont critiqué le film en disant qu'il avait enlevé le rêve des enfants. Parce que c'est vrai que à cette époque-là, dans l'imaginaire, les dinosaures, c'était le truc de gosse par excellence, mais le truc qu'on n'arrivait jamais à montrer. Donc il y avait toujours quelque chose d'irréel qui était là. Et puis d'un seul coup, on te montre un truc totalement crédible. Et voilà, il y a des personnes qui ont... Mais alors, même si le film reste un mélange de techniques en même temps. Oui, justement, et c'est ce que j'allais dire, en fait, Phil Tippett a apporté beaucoup au film justement parce qu'il a imaginé les mouvements et que même si la technique était là pour... il a fait de l'animation. Voilà, en fait. il leur a dit comment les faire bouger et, en s'inspirant d'autres animaux, etc. Et il y a une grosse blague sur Internet, il est crédité de Dinosaur Supervisor, je crois, dans la générique, et tout le monde a dit « Damn it, Phil, you had one job », donc tu n'avais qu'un seul boulot, c'était les superviser. Et comme le film tourne mal, voilà. Vous avez compris ? Lol. Bref. Et du coup, voilà, tout ce mélange de techniques a vraiment ouvert de nouveaux horizons et ça a ouvert toutes les portes de l'imagination des spectateurs. Et c'est là où, alors moi, je l'ai vu au cinéma à l'époque, donc en 93, avec Nicolas, mon amoureux platonique de l'époque. Tu avais 6 ans et demi, c'est ça ? Exactement. Nicolas, parle-nous de Nicolas. C'est un peu ça Michel en fait. Non, et du coup, pourquoi je précise... J'ai pécho alors. C'est ça. Il n'y a pas que Laurent qui a pécho au cinéma. J'ai pas pécho, Michel. Moi non plus. T'as pas pécho Michel non plus ? Non plus. Il faut signaler que c'est une référence à un vieux Pifcast. Tout à fait. Oui. Ça. Il va falloir remonter dans les archives. Le dinosaure du Pifcast. Refaites-les tous, Eric, écoutez tous. Previously on Josh. Non, et du coup, pourquoi je précise que j'étais avec un amoureux, c'est que le film fait peur. C'est-à-dire que il est PJ-13, on en a parlé tout à l'heure. Donc en France, je sais pas, je crois qu'il était quand même tout public en France. Je crois qu'il était moins de 12 ans. Ah ouais. Et le film fait peur. Et comme tu disais, jusqu'à présent, les dinosaures, c'était pour les enfants. Et là, on peut y aller. Qui a dit ça ? C'est toi, c'est Xavier. C'était pour les enfants et là en fait clairement c'est un film familial parce que y a des enfants qui sont là, donc comme toujours dans les films de Spielberg, mais là les enfants c'est pas des enfants héros, c'est vraiment des enfants vrais, c'est-à-dire qu'ils sont chiants en fait, ils sont assez insupportables. Tout à fait. Et ils vont insupporter le héros. Et oui, qui en plus le héros n'aime pas les enfants. Ils sont cool les enfants. Non, ils sont hyper chiants. Non mais chiants, ils sont rigolos, ils cherchent à ils sont relous. Moi je pense pas comme ça. Et en plus voilà, on a en plus un héros, donc Sam Neill, qui n'aime pas les enfants, sa femme Laura Dern aimerait bien en avoir, donc là ça va être l'occasion de le convaincre. Bon, c'était peut-être pas la meilleure manière, mais finalement ça marche. Et donc voilà, c'est un film familial, mais qui fait vraiment peur. Et quand on a 12 ans et qu'on le voit, on a vraiment peur. Hein. Et en même temps, c'est super. Enfin, et là où tu dis, tu pensais que toi, tu disais Xavier que ça avait cassé le rêve des enfants. Ouais, à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui disaient ça. Pas Xavier, mais beaucoup de personnes pensaient ça. Du coup, que c'était trop réaliste au niveau des dinosaures. En tout cas, c'est assez horrifique. Et voilà quoi, ça avait brisé Moi, cette partie de l'imaginaire. C'est le côté aventure du film que j'adore. Le côté prouesse, j'aime bien, mais ce qui m'a marqué à l'époque, c'est le côté aventure, le côté un peu, pas Indiana Jones, mais quasiment de cette île mystérieuse et tout. C'est ça qui m'a vraiment plu. Ça et la zig de Williams qui est démente quoi. Des scènes iconiques qui sont vraiment rentrées dans l'esthétique. Le coup du verre d'eau, le tyrannosaure qui approche. Et en fait, après, donc, il a fait une suite parce que donc la fin est ouverte, donc il a fait une suite lui-même en 1997. Et en fait, donc, ça s'appelle Le Monde Perdu et qui est aussi adapté d'un roman de Crichton. Et en fait, la suite a tout de suite été enclenchée après le succès de Jurassic Park, mais pour de mauvaises raisons. C'est parce qu'en fait, Spielberg avait été frustré de ne pas faire lui-même les suites des Dents de la Mer et il n'avait pas aimé ce qui en avait été fait. Donc du coup, il s'est dit, je vais faire moi-même la suite du Monde Perdu, sauf qu'entre-temps, il a fait la liste de Schindler. Donc, il n'est pas trop dans le même mood, en fait, on va dire. Et en plus, cette suite, pour moi, elle est vraiment pas bien, quoi. Elle coche toutes les cases qu'il fallait cocher, c'est-à-dire c'est un peu bigger, louder, mais en même temps, ça tombe un peu avec une séquence quand même mémorable. C'est clair, il y a une séquence de... Alors, c'est la voiture retournée. Non, le RV, le camion qui est suspendu. Le camion en deux parties. Alors sachez juste pour information, complètement il y a un Français qui a racheté ce camion. Et il y a des vidéos sur YouTube, tu le vois
en train de le restaurer, machin et tout, le RV de Jurassic Park, et j'adore regarder ça. Mais là où c'est un peu cynique, c'est que David Koepp, qui a aussi bossé sur le scénario, a écrit certaines scènes avant même que le livre soit fini d'écrire par Crichton, juste pour qu'il y ait des moments de bravoure cinématographiquement parlant, en fait. Je crois qu'il y a aussi question de scènes qui avaient été à l'origine pensées pour le premier film, écrites pour le premier film, et qui n'ont pas été utilisées, et qu'ils ont du coup voulu recaser dans le 2. Et notamment toute la partie dans la ville. Surtout, le truc qui est vraiment dommage, c'est que le Monde Perdu, donc le deuxième tome de Jurassic Park, écrit par Monsieur Crichton, est à mes yeux un de ses 3 meilleurs livres. C'est la folie furieuse. Chaque chapitre, en fait, est censé être une représentation, et il y a une représentation visible de la théorie du chaos. Le bouquin est absolument incroyable, quoi. Ce Crichton, à la base, c'est un médecin, et du coup, il a fait beaucoup d'œuvres avec des notions de science dedans. Son chef-d'œuvre, Runaway, l'évadé du futur. Runaway, l'évadé du futur, mais son chef-d'œuvre absolu, c'est le Mystère Andromède. Si vous devez en lire un seul, c'est celui-là. Mais du coup, le Monde Perdu, c'est vraiment dommage ce qui a été fait. Donc toi aussi, tu trouves que le film est raté, hein. Le film est raté, alors que les scènes dans le livre que tu peux retrouver, elles sont vraiment absolument incroyables. Après, je peux comprendre certaines scènes. Parce que les enfants, ils prennent vraiment très très cher dans le bouquin. La scène de la moto... Contre, insupportable la gamine dans le 2. Ouais, mais c'est con parce que c'est un des meilleurs persos du bouquin. Ouais. La scène de la moto dans le bouquin, en fait, donc elles sont poursuivies par les raptors. Évidemment, la gamine est trop petite pour conduire la moto, donc il est obligé de rester en arrière. Donc c'est la nana qui conduit la moto, mais les raptors sont plus rapides que la moto, donc il faut arriver à les arrêter. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tire au fusil à pompe. Et il file le fusil à pompe à la gamine, qui se retrouve avec l'épaule labourée à chaque fois qu'elle tire. La scène, elle est vraiment atroce. Ça, Spielberg l'aurait jamais fait. Dans le film, tu as un raptor en faisant des barres parallèles, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, ça m'avait saoulé cette scène. Et tu vois, ça c'est vraiment symptomatique, je trouve, du ratage total. Le film est fait pour les mauvaises raisons, tout simplement. Totalement. Mais en même temps, là où tu as l'impression que c'est les mecs en avaient conscience, c'est que le scénariste se fait quand même bouffer à la fin du film. Ouais. C'est ça qui est fou, quoi. Enfin, si t'en arrives à ce niveau-là, fais pas le film, quoi. Je vous citais, parce qu'on en a beaucoup parlé, David Koepp, qui est aussi réalisateur, qui a fait un très beau film, Style of Hypnose en français, qui est un des rares films de Frousse avec Kevin Bacon, vraiment réussi. Quelques mauvais films. Et alors, on parle pas de Jurassic Park 3 qui a été fait en 2001, qui est juste produit par Spielberg, mais Spielberg a aussi produit le film de 2015 Jurassic World, et là celui qui sort aujourd'hui Jurassic World Fallen Kingdom. Et juste ce qui est intéressant, alors Jurassic 3 c'est vraiment acheté, quoi. Ah non, moi j'adore. Très mal payé. C'est rigolo, c'est très bon film. Moi j'adore. Les écoutez pas, c'est nul. Et Joe Johnston. Et Joe Johnston qui a fait Captain America, First Avenger. Et par contre, ce qui est intéressant dans la nouvelle, je sais pas si ça va être une trilogie, mais en tout cas, on verra, le Jurassic World, c'est qu'en fait, ce que je trouve plutôt malin, c'est de se dire, on part sur complètement autre chose, alors que le 2 et le 3 étaient quand même des ressuscités du 1. Là, sur le 4e, en fait, il se dit, et si le parc avait ouvert, et c'est vraiment ce qu'on avait envie de voir depuis le premier, enfin je sais pas vous, c'est ce qu'on avait envie de voir, c'est-à-dire vraiment avec du public qui vient, des gens qui visitent, etc. Bon, après le film est pas non plus formidable du tout, pas terrible, pas bien. Mais dommage parce que ça avait choisi une bonne direction. Je suis très curieux du prochain parce qu'on a l'impression que c'est un remake du précédent. Non, c'est un remake du 2 avec c'est un remake du une mission 2, de sauvetage, mais après avoir vu Alien 3, quoi. Ouais, voilà. Non, parce que puis t'as à nouveau le dinosaure dans la ville. Enfin, tu vois, c'est là où je suis très curieux, c'est que c'est Juan Antonio Bayona, qui est un excellent réalisateur, mais pour l'instant, ce que je vois ne me donne pas du tout envie. Peut-être parce que c'est pas un excellent réalisateur en fait. L'orphelinat. C'est bizarre qu'il l'ait choisi lui. Un bon réalisateur, c'est pas un excellent. En fait, il a fait. Parce que ce sera quand même son 4e film. Tu te calmes. Non mais c'est bizarre. Et donc Jurassic Park. Cela dit, Clovis. Trevorrow, son prénom. Colin Trevorrow, qui a réalisé le réalisateur du premier Jurassic World. C'était son 2e film. J'espère que c'est son dernier. Guaranteed, il avait fait avant. Un très bon film de SF. Ouais, je l'entends d'ailleurs aussi. Et donc pour revenir sur le premier, tout le monde valide ce film dans la film. Oui, totalement. Top. J'ai eu la chance de le revoir en salle récemment en 3D. Pour moi, c'est un des meilleurs films relief que j'ai. Des super sons en plus en dehors de la musique. Et surtout, ça permet de se rendre compte que ça n'a pas vieilli. Ah non, absolument pas. Il a raison, la conversion 3D est démente. J'ai vu aussi la version 3D en salle. C'est ce qu'il y a de mieux en conversion, le très haut du panier. Eh bien, on finit avec Laurent,
ton film. J'ai perdu mes que papiers. c'est Force de voler sur des autres. Je les ai retrouvés. Alors du coup, on est quand même même si c'est le dernier dans cette chronologie de cette excellente émission, on est quand même que en 2005, hein, donc c'est un film qui date d'il y a 13 ans, si mes calculs sont exacts. Mais ça veut en dire beaucoup. Voilà, ça va en dire beaucoup. Alors, bon, si j'avais dû choisir dans toute la filmographie de Spielberg et de ne pas prendre de fantastique, j'aurais parlé de Empire du Soleil, qui pour moi est son plus beau film. Super Zik aussi de Williams. Voilà, un film extraordinaire, mais bref. Non, j'ai voulu parler de la guerre des mondes, parce que je trouve que, alors, dans cette progression horrifique dont on parlait, plus tôt dans l'émission, je trouve que c'est un peu un aboutissement parce que c'est à la fois un hommage à l'original de Byron Askin réalisé en 53 et aussi à l'émission radiophonique de Orson Welles. D'ailleurs, il y a plein de clins d'œil dans le film, dans des noms de rues, etc. Ou des noms de personnages, voire même des acteurs, parce qu'il y a des caméos des acteurs du film original. Mais en même temps, c'est un film de SF complètement post-11 septembre, post-Shoah même, qui convoque des images complètement traumatiques. Alors bon, je vais pas vous refaire le pitch, hein, la guerre des mondes, c'est des extraterrestres qui attaquent la Terre, basta. En revanche, ce qui change par rapport à l'original, c'est que là, on suit la vie d'un working man, un ouvrier séparé de sa femme et de ses enfants. Sa femme a fait un très bon remariage, assez avantageux humainement et financièrement. Lui vit dans une petite bicoque dans un quartier pas très aisé, on va dire. Ce week-end-là, il a ses 2 enfants en garde, un ado de 15-16 ans qui n'a pas absolument pas envie de voir son père, d'ailleurs qu'il ne veut même pas l'appeler papa, et une petite fille plutôt gentille, un peu plus intelligente que la moyenne, même si elle a été élue comme par je ne sais plus quelle, je crois par la chaîne MTV, comme la chose la moins utile à avoir en cas d'apocalypse avec soi. Voilà, bon, c'est une anecdote. Je par Dakota Fanning. Voilà, tout à fait. Sorte de Elle Fanning. Donc on suit ensuite la fuite en avant de cette petite famille très mal reconstituée devant l'avancée inexorable des extraterrestres. Et là, c'est juste on s'enfonce scène en scène dans la noirceur totale. Notamment, on a vraiment une impression que c'est l'innocence de la petite fille est le point central, le point de vue central finalement du film. C'est pas vraiment le héros, c'est plus sa petite fille. D'ailleurs, il y a cette scène extraordinaire de fuite en voiture qui est presque vue de son point de vue à elle, de la plage arrière de la voiture, qui a été reprise par un extraordinaire jeu vidéo qui s'appelle The Last of Us, dont la scène d'intro est vue entièrement par un personnage de gamine pendant une pandémie où des gens se mettent à se bouffer entre eux, et toute la scène est vue de l'arrière de cette voiture par la gamine. On dirige la gamine qui peut juste regarder par les fenêtres ce qui se passe, et en fait c'est complètement inspiré de la guerre des mondes. Et même il y a énormément de scènes dans le film qui se basent sur son regard, tout à fait, à la fois en s'appuyant dessus, et en hauteur de caméra, ou même en essayant de jouer sur le fait de tu ne dois pas voir telle chose, ou regarde telle chose. Enfin, il y a énormément de. La caméra, tout le film est à hauteur d'homme en fait. Il n'est jamais en hauteur, c'est toujours. Il y a même assez peu de plans larges. D'ailleurs, ils sont tellement peu que quand ils sont là, ils sont vraiment frappants. Ils sont vraiment frappants parce que d'un coup, on prend l'ampleur de l'horreur, mais finalement, la scène la plus horrible du film, c'est quand même cette gamine qui s'éloigne parce qu'elle en peut plus, elle a envie d'aller faire pipi, elle va au bord d'une rivière, et d'un coup, elle découvre un paysage assez idyllique avec de l'eau qui coule, des pistils qui flottent dans le vent, c'est très beau, et là, elle est debout devant la rivière, elle voit un corps passer. 2 corps, 3 corps, 10, une centaine de corps qui passent comme ça devant la rivière. C'est une scène proprement tétanisante. Il y a une référence au train de la mort des nazis avec un train en feu qui passe. Voilà. Et puis la scène la plus traumatisante n'implique même pas d'extraterrestres. C'est la scène où le héros, donc joué par Tom Cruise quand même, disons-le, deuxième collaboration après Minority Report, et dernière, puisque Spielberg n'aura pas du tout apprécié le pétage de câble de Tom Cruise en promo du film, très célèbre chez Oprah Winfrey. Et donc cette scène où ils sont en voiture, il est en voiture avec sa famille, et ils arrivent à un endroit où il y a plein de réfugiés qui d'un coup volent la voiture et qui la prennent d'assaut, et là ça devient vraiment une pure scène d'horreur, avec notamment ce plan complètement fou d'un mec qui essaye d'écarter un trou fait dans le pare-brise avec une main nue et qui s'arrache les mains. Enfin, c'est vraiment complètement tétanisant, et tout le film est comme ça. Il a, pour moi, c'est peut-être un des films les plus parfaits de Spielberg dans le but qui s'est fixé. C'est-à-dire un vrai film d'invasion extraterrestre extrêmement sérieux, d'un point de vue humain, mais qui reste d'un spectaculaire
incroyable. Enfin, je veux dire, la première scène de révélation des tripodes qui sortent de terre et après la fuite en voiture avec le pont qui se fait exploser tout derrière, c'est complètement barge. Et en même temps bourré d'audace, notamment quand une scène dramatique entre Tom Cruise et son fils se déroule alors que de l'autre côté de la colline, à quelques mètres, il suffirait que la caméra avance pour qu'on voit ce qu'on comprend comme être une bataille complètement apocalyptique entre l'armée et les aliens et on n'en voit pas un fucking plan. C'est complètement couillu. Enfin, voilà. Après la fin, elle a la facilité qu'a la fin de film original, c'est-à-dire cette résolution, comment les aliens sont vaincus. Il y a eu aussi une grosse polémique sur la fin plus intime, c'est-à-dire quand Spielberg retrouve sa famille, quand Tom Cruise retrouve mais en même temps, c'est quand même très dark parce que on sait que le père ouvrier ne retournera jamais avec sa femme et ne se reconnectera jamais avec ses enfants complètement parce que il y a un monde social, il y a un problème d'échelle sociale. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi le film le plus dark de Spielberg avec la liste de Schindler. En même temps, qui est un putain de divertissement. Cheval de guerre, mais bon. Qui est un putain de divertissement assez incroyable à se taper sur grand écran, même sur petit, ça reste tout le temps ultra efficace, super spectaculaire, les mises en scène est incroyable. Enfin, la scène dans la cave avec le tripode en matière de gestion d'espace, c'est juste de la maestria totale. Et je pense que pour moi, c'est le film où toutes les facettes de Spielberg ont convergé en un tout. Qui reste indépassable. C'est le meilleur film d'invasion extraterrestre jamais fait. Je pense qu'on n'est pas prêt d'en voir un, mais aussi bien. Tout à l'heure, tu disais, on disait que Spielberg n'a jamais fait d'horreur. Finalement, c'est ce film-là est peut-être le point culminant, on va dire, et de ce qu'on appelait à l'époque la trilogie post-11 septembre de Spielberg, avec Minority Report, La Guerre des Mondes et j'adore Munich, je suis un gros fan et c'est vrai que c'est des films. Après, il est plus jamais revenu à ce ton, à cette noirceur et Munich, qui est le dernier, il me semble, c'est ça. Il tournait Munich quand La Guerre des Mondes est sortie. Oui, et La Guerre des Mondes, c'était supposé être le petit film entre deux gros films. Voilà, c'est ça. En fait, il avait fait le Terminal avant, donc là. C'est ça. Puis, bon, on était bien. Excellent film d'ailleurs. Écoute, à ma grande honte, c'est le seul Spielberg que je n'ai pas vu. C'est mortel. C'est Andrew Niccol le scénario. C'est pas après. C'est vachement bien. Non, le Terminal, c'est avant, c'est 2004. C'est avant, ouais. D'accord. Donc il a eu un petit brin de lumière de soleil dans cette. Il avait fait Arrête-moi si tu peux, Terminal. Et après Garde. Et même Minority Report. C'est d'une noirceur. Ouais. Sur les Gardes des Mondes, moi j'avais jamais vu les précédents films. J'avais jamais vu. Enfin, je connaissais l'histoire comme beaucoup de gens, mais et ça a été une grosse surprise en fait de voir comment se déroule le film. Et moi j'étais vraiment tétanisé tout le long. On n'a pas parlé de la séquence dans la ferme avec l'œil du tripode et tout. Tim Robbins. Vraiment c'est un. Je sais que le film a été pas mal décrié à l'époque pour plein de raisons aussi par le côté scientologue de Tom Cruise et plein de trucs qui apparemment pas. Je pense que c'est beaucoup la fin qui a frustré les gens en fait. Et il y a la fin, effectivement, pour le côté scientologie, il y a apparemment l'affiche qui ressemblera à une couverture d'un bouquin de Bard. Bon, en même temps, Bard avait fait toute une mais Spielberg est lui-même série de bouquins sur l'invasion extraterrestre. Et après, je suis désolé de dire ça, mais les bouquins de Bard de SF sont pas mal. Moi, c'est pas mal. Alors, petit aparté, il a écrit, je ne me rappelle plus, mais il y a 5 ou 6 bouquins sur l'aventure d'une invasion extraterrestre par un loser total qui est l'émissaire d'une race extraterrestre et qui foire son invasion. C'est à hurler de rire. On va peut-être pas faire la promo de. Non, et surtout la Guerre des Mondes, qu'en avez-vous pensé? Il y a des séquences de la Guerre des Mondes, moi je sais quand ils prennent les humains, qu'ils les broient pour les transformer en poussière rouge. Ça c'est dément. Puis c'est complètement les camps de la mort. Il y a très peu d'ambiguïté sur. Les nazis auraient eu ça, ils auraient été encore plus efficaces. Vraiment, on est dans l'invasion, mais pas pour l'asservissement. On est vraiment dans l'extermination pure et dure. Moi, je suis pas très fan de ce film-là, en fait. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est le personnage de Tom Cruise, qui est un peu un contre-emploi pour lui, parce qu'il est pas du tout héroïque, et que c'est quand même un peu un loser. C'est plutôt son fils, il me semble, qui a envie d'aller se battre, qui prend les choses en main, etc. Lui, il veut vraiment protéger sa famille avant tout. Et puis, clairement, comme disait Talal, moi, le happy end, c'est aussi ça qui fait que ça m'a pas plu. C'est pas vraiment un happy end. Sur la famille ou sur la mort des extraterrestres? Les deux, quoi. Il retrouve sa famille, tout le monde est content. Il retrouve sa famille, mais il sera jamais avec. Ça va, personne n'est mort, quoi. Il y a la moitié de la planète qui s'est fait décimer. Eux, ok, ils sont divorcés, mais ça va, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, c'est un héros qui ne gagne rien, si ce n'est il va rien gagner dans la vie, si ce n'est d'être content que ses enfants soient encore vivants.
Non, alors vous pouvez pas voir. Il y a des gags visuels dans cette émission aussi. Et Cyril se penche vers Xavier. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il vient de faire baisser le fauteuil de Xavier d'un coup. C'était assez saisissant à voir. C'est potage. Voilà. Mais en même temps, voilà, c'est un héros qui ne gagne rien, si ce n'est ne pas voir ses enfants morts, mais il n'évolue pas. Il va rester dans sa condition. Humainement, il ne va pas évoluer, alors qu'il a accompli des actes héroïques. Voilà. Et puis bon, alors quant à la fin, le virus qui tue c'était dans le film original. C'est à la fois un paradoxe intéressant et un Deus ex machina bien facile. C'est Tom Jones. Pas faux. Et du coup, je suis la seule à pas trop aimer ou vous adorez tous? Bukake. Alors moi, c'est comme beaucoup de Spielberg. C'est un petit peu comme Ready Player One. C'est un film que j'ai pas adoré, franchement. Je déteste la fin. Je trouve que c'est trop. Enfin bon, bref. Mais encore une fois, c'est un film, voilà, je trouve qu'il raconte des choses super intéressantes. Il y a des super idées dedans. Ça parle de lui, ça parle vraiment de plein de choses. Et je sais pas, c'est juste, voilà, je me connecte pas. Ça arrive très souvent en fait avec Spielberg. Hein. Tu analyses le truc et tu te dis, c'est sur le papier, mais c'est super ce qu'il veut faire. Je sais pas, j'adhère pas plus que ça. Pourtant, la scène de la cave, franchement, je la trouve monumentale. Quoi. La scène de la cave, moi, c'est vraiment la scène du film. Ce qui est fascinant, c'est qu'il va faire un film de SF qui n'est pas en plus un énorme budget, on va dire, dans son économie à lui, et qu'il en fait un vrai film d'auteur, en fait, et très intimiste, entre guillemets. Pour information, techniquement parlant, je me souviens que sur ce film-là, qu'il a testé un truc que faisait beaucoup Fincher, c'est-à-dire la prévisualisation. Oui, il voyait tout le film tout à fait. Avec les effets spéciaux, tu veux dire version de synthèse, comme un storyboard animé en synthèse de basse def. Sur Panic Room. Voilà, et c'est pour voir tout le film à l'avance et voir tester les angles de caméra, ce qui maintenant se fait beaucoup pour plein de réalisateurs, carrément des fois en temps réel comme Cameron sur Avatar, mais je crois que c'est le premier film sur lequel il a utilisé ça. Qui remplace même maintenant les prévises, la plupart des scènes d'action hollywoodiennes ne sont pas réalisées par les réalisateurs, elles sont pensées par les créateurs des prévises. Ce qui est aberrant. Et j'ai un souvenir des bonus de La Guerre des Mondes où on t'explique justement, comme vous avez dit tout à l'heure, que le film a été fait entre deux films, et le challenge que ça a été de faire ce film entre deux films avec toujours tous ces trucs-là. Il lui envoie des prévisions par distance. Il y a un truc assez intéressant dans mes souvenirs sur le côté planning technique et tout. Notamment, il a tourné en premier toutes les grosses scènes logistiques pour pouvoir après se concentrer sur tout ce qui était plus intimiste. Alors après, ça c'est un truc qu'il fait assez souvent. Déjà, Le Monde Perdu, je crois que c'était en même temps qu'Amistad, et Ready Player One, c'est en même temps que The Post. Voilà. Et la photo de Janusz Kaminski qui est juste à tomber par terre. Il y a des images d'une beauté. Et du coup, Guerre des Mondes, c'est 2005. Ça veut dire que depuis, on considère qu'il n'a rien fait dans le fantastique, quoi. Parce qu'il a fait Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, Les Aventures de Tintin, c'est nul. Et Le Bon Gros Géant. Non, ça, je suis même pas allée le voir. Rien que le titre, ça m'a pas. Ah oui, c'est vrai. C'est le deuxième Spielberg que j'ai pas vu, Le Bon Gros Géant. Alors. Je l'ai pas vu non plus. C'est pas terrible. C'est tiré du bouquin de Robert Dahl, mais. Donc il n'y a pas la magie. Quoi. En fait, c'est ça. Je pense que la déception générale sur Ready Player One vient du fait qu'on a vraiment un amour pour Spielberg et que on est tous un peu déçus. On est vraiment tous un peu déçus de. On l'a prouvé pendant 1h30. Sinon, on est peut-être juste devenus des vieux cons. Bon, toi peut-être, mais. Bukake. Bon, c'est sur ce joli mot de Cyril que nous clôturons ce dossier. Et justement, on passe à la BO avec Cyril. Alors Cyril, qu'as-tu choisi aujourd'hui ? Alors un film qui s'appelle Bukake. Un compositeur qui n'a jamais bossé avec Steven Spielberg, c'est-à-dire comme beaucoup de compositeurs mais qui tournent qu'avec les deux trois mêmes. Je vais vous parler de la BO de Alien 3 de David Fincher, premier film de David Fincher, film de 1992. BO composé par Elliot Goldenthal, un compositeur que j'aime beaucoup, qui est assez peu prolixe pour le cinéma. Il a quand même fait beaucoup de choses, mais pas tant que ça. Qu'est-ce qu'il y a alors ? J'ai une question, monsieur. Oui. Je me plante, c'est pas Goldenthal, Aïe. Non, c'est la Williams, je pense. C'est Williams, c'est Williams, ouais. Goldenthal, en fait, il a bossé beaucoup avec sa femme, Julie Taymor. Ah oui. Si vous ne connaissez pas Julie Taymor, c'est une très grande réalisatrice. Elle est morte. Qui a fait des très bons films comme Titus, Frida, Across the Universe et The Tempest, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Et en fait, il a fait beaucoup de BO pour elle, et il a fait beaucoup aussi de BO pour le théâtre, parce que Julie Taymor est aussi metteur en scène pour le théâtre, donc ils ont beaucoup bossé ensemble là-dessus.
Il a beaucoup bossé avec des gens comme Michael Mann. Il a fait Hit, par exemple, Public Enemy, ou Joel Schumacher. Il a fait les 2 Batman de Joel Schumacher, donc Forever et, ils sont bien les BO. Batman Robin. C'est peut-être un des trucs qui est les meilleurs dans les films d'ailleurs. Et il a beaucoup bossé pour Fantastic. Il a commencé avec Cimetière, donc Pet Sematary. Il a fait Demolition Man, Entretien avec un vampire. D'ailleurs, il a fait d'autres films de Jordan. Il a fait donc Butcher Boy et Premonition. Il a fait Sphere, Final Fantasy et les Gardiens de l'Esprit. Voilà, c'est un mec qui a fait. C'était ça. Ouais, il a fait beaucoup de BO. Plus ou moins à la même époque et j'ai mélangé il a fait BO. Beaucoup de BO. Donc là, on va écouter un morceau que j'adore, qui est un morceau sans spoiler, qui est sur la fin. Donc si vous avez vu le film, vous allez comprendre tout de suite en l'écoutant. Il s'appelle Adagio. Voilà, très très beau morceau. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura apparemment une sortie bientôt chez La La Land, je crois, d'une version extended du score du film, parce que pendant très longtemps, on n'a eu qu'une version très courte. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que le morceau que vous allez écouter, dans la director cut du film, il est un peu pas écourté, mais il est un peu moins utilisé. L'utilisation du morceau est un peu moins épique. C'est-à-dire que dans la version qu'on a toujours connue au cinéma, il y a un moment très fort qui arrive au moment de ce morceau. Dans la version director cut, c'est un peu éludé, c'est dommage, quoi. Donc voilà. Donc c'est Adagio. Et donc avant d'écouter ce morceau, on remercie tous ceux qui nous écoutent, qui vont écouter ce long podcast. Le premier, la prochaine fois, on fera plus court. Il fallait bien ça pour Spielberg. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bisous.